intéressant de se dire, ok, si j'achète, il y a de très grandes chances que non seulement je perde pas d'argent, mais potentiellement j'en gagne. Prends une chaise qui coûte 20 balles, prends une chaise qui coûte 500 balles, qui se moque de nous. Qui se moque de nous dans cette histoire. Je pense que t'as 2 hôtels, il y en a un est dégueulasse, il y en a un est super beau, dans lequel tu vas. Bon, à prix égal, il n'y a pas le prix qui rentre en compte, il y en a un dégueulasse et l'autre qui est beau. C'est facile de savoir vers lequel tu vas. T'as une entreprise, t'as des locaux, t'accueilles de la clientèle ou pas, t'as peut-être juste des bureaux pour tes équipes et t'as envie qu'ils soient bien. C'est quoi les quelques conseils que tu peux donner à n'importe qui? Et je pense qu'un oiseau, quand il fait son nid, il va choisir une belle branche, tu vois. Il va pas prendre la première branche de merde qu'il a trouvée par terre. Non, il va choisir, il va sélectionner. Je suis Alexandre Maillot, designer graphique depuis 2016 et je te souhaite la bienvenue dans Exergue, le podcast qui met en avant les professionnels du design et de l'image. Dans ce podcast, moi et mes invités, on t'aide à comprendre l'intérêt d'un bon design et on t'explique comment et pourquoi le mettre en place dans ton business dès aujourd'hui. Allez, c'est parti. Mon bon Gauthier, tu es la bienvenue sur ce podcast. Merci. Tu es le tout premier invité. Merci Wow. de ta confiance, mec. C'est quoi, Quel c'est ce que je honneur. me disais. C'est ce que je me disais. Là, je vais te faire une petite interview. Et tu sais quoi, regarde, on est en 2023. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait Oui. 10 ans qu'on se connaît. 2023, oui, 2013, Non, oui, c'est vrai. 2013 qu'on est. Tu vois, ça fait Si, 10 c'est vrai. ans qu'on se connaît. On s'est connus à l'école. Et mec, là, tout de suite, je vais te demander ton parcours. C'est le Donc, jubilé des 10 ans d'amitié. exactement. Donc, ouais, voilà. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour qu'on comprenne un peu ce que tu fais, qui Oui, tu bien es, sûr. que fais-tu? Dis-nous en plus, mec. Eh ben écoute, je vais essayer de faire super simple. Je m'appelle Gauthier Sklarczyk, alias Incontemporain sur les internets. Je suis designer d'espace de profession, puisque étant, je dirais, formé dans la même école que toi, on a eu un petit diplôme qui est un bachelor, qui est l'équivalent d'un bac+3, Bachelor. anciennement une licence. Bref, hein, c'est juste pour ceux que ça peut intéresser au niveau des informations. Donc en design d'espace, donc comprenez architecture d'intérieur. Design d'espace, c'est un mot un petit peu pompeux pour dire architecture d'intérieur. Et donc depuis maintenant, j'exerce depuis 7 ans, depuis que je suis diplômé, depuis 2016. Et donc voilà, maintenant j'ai pu racheter, avec un peu de chance, j'ai pu racheter la boîte dans laquelle je travaillais depuis ces dernières années. Et donc maintenant, j'exerce à mon compte avec ma femme, qui est designer graphique comme toi. Et Exactement, c'est vrai qu'à l'école, du coup, spoiler. petit peu, à l'école, on a fait une première année en commun, mais c'est vrai qu'après, toi, tu as suivi les voies du design d'espace, moi, Bah, du oui, design graphique. Mais c'est ça. j'en profite, pourquoi le design d'espace plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce qui t'a Bah, plu entre les deux, moi les deux m'intéressaient, mais j'ai pris celui avec du métier à la base, à la fin. Alors, franchement, tu sais quoi? Il y Moi, avait je suis des pas d'accord. débouchés. Sur le principe, j'aurais tendance à penser qu'il y a beaucoup plus de taf en design graphique. Ça me paraît Non, mais c'est plus vrai, c'est complètement vrai. en vrai de vrai, tu vois. En fait, disons que le marché est surchargé, je pense, à la fois Ouais. d'offres et de demandes, là où c'est un petit peu un marché beaucoup plus soft au niveau du design d'espace. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, tu as vraiment une demande qui est croissante dans le design d'espace. On pouvait pas le prévoir à l'époque, mais tu as une vraie demande croissante. Les gens, je crois, depuis le Covid, je crois, les Tu gens penses? font gaffe à leur intérieur Tu penses que et c'est ça? commencent à aller chercher du conseil, à aller chercher du Ok. professionnel. Donc c'est un peu une nouvelle vague qu'on pouvait pas prévoir. Donc non, en Alors fait, que c'est du design graphique, on pouvait la prévoir et ouais. c'est fracassant. Mais je vais répondre à ta question. Pourquoi ça? Parce que j'ai découvert ça à l'école, parce qu'on a fait une formation de mise à niveau, ça s'appelait comme ça, mise à niveau en art appliqué, la MANA, qu'aujourd'hui on appelle plus comme ça. Mais on a fait une espèce de prépa où on a touché un peu à tout, à la mode, au design graphique, au design produit, etc. Et moi, j'avais des gros a priori en voulant faire du design produit ou graphique. Et finalement, en découvrant avec ces petits ateliers, les workshops qu'on a fait à l'école, eh ben, j'ai vachement accroché avec le design d'espace. Et donc, aujourd'hui, j'y suis. Voilà Ok, pourquoi j'ai d'accord. choisi ça. C'est vrai que tu l'as dit, tu l'as évoqué par rapport au rachat de la boutique. La boutique, on est plus sur un axe design produit. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu qu'est-ce que c'est que cette boutique? Comment tu y es Qu'est-ce que arrivé? c'est? Pourquoi tu l'as racheté? Parce que tu es sur un profil un petit peu ambivalent entre formé au design d'espace, mais un bon pied dans le design produit. Ouais. Donc il y a un petit peu cette double casquette-là. Est-ce que tu peux un peu l'introduire pour qu'on comprenne bien ce que tu fais au quotidien, vraiment ton vrai job, au-delà de la Mmh. casquette de designer d'espace, quoi. Absolument. Et ben, je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses. On pourrait en faire un Oh, mais grand tu peux prendre pavé. ton temps, je te rassure. Non, T'inquiète, non, mais prends ton temps. pour que ce soit digeste. Et ben, en fait, si tu veux, je te le fais un peu chronologiquement. Moi, juste après l'école, après être diplômé, on m'a plus ou moins appelé. C'est le luxe de notre métier. C'est le luxe des écoles privées aussi, parce que j'étais en école privée, comme tu le sais. Et donc, en fait, quand tu as des écoles qui sont
qui sont dans des réseaux privés, tu as justement des réseaux professionnels qui sont un petit peu inclus avec, c'est-à-dire qu'eux, ils connaissent beaucoup de monde, d'entreprises, beaucoup d'agences, beaucoup de groupes et tout, qui peuvent finalement te solliciter une fois que tu es diplômé. C'est-à-dire, ils disent, OK, on cherche cette année, en 2016, tant de designers produits, tant de designers et tout, graphique, machin. Et donc, l'école dit, écoute, nous, on vient de diplômer, je sais pas, 30, 40, 50 élèves. Et donc, c'est ce qu'on peut te mettre à disposition quelque part. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une boîte, celle en l'occurrence dans laquelle j'étais, que j'ai racheté aujourd'hui, qui cherchait un designer d'espace. Et donc, moi, je venais d'être diplômé. Donc, en gros, l'offre est venue à moi, en fait. Donc, ça, c'était un vrai avantage. Donc, finalement, moi, j'ai pas voulu tergiverser 15 plombes. J'ai accepté le truc, j'ai fait une entrevue. Ça s'est tout de suite très bien passé. On a accroché avec les anciens propriétaires. C'était tout de suite super cool. Et voilà, j'ai commencé par un petit stage au début, parce qu'il fallait que je finisse par quelques semaines de stage pour valider mon bachelor. Et immédiatement après, on a été sur un emploi, etc. Et 7 ans après, voilà, j'ai pu racheter avec une opportunité. Alors maintenant, ça, je vais développer comment ça s'est passé. C'est pas un cabinet de design d'espace, fondamentalement. Voilà, donc c'est pour ça, là je te développe vite fait comment ça se passe, et après je t'explique ce qu'on fait dedans. C'est que donc du coup, effectivement, après, tout simplement, mes anciens collaborateurs ont voulu arrêter par un peu flemme de continuer, ils avaient fait le tour du métier, ils avaient 50 ans passés, donc il reste un petit peu de travail à faire avant la retraite, la sainte retraite, et donc du coup, ils se sont dit c'est l'occasion de faire un grand virage à 90 et faire un tout autre projet, tant qu'on a de l'énergie, de la jeunesse, de l'argent, tout ce qui va bien. Et donc voilà, donc ils ont décidé donc c'est encore de la super chance, hein, je tiens à le dire. Du coup, ils ont décidé de passer la main, et moi j'étais là, et voilà, et ça on s'est entendu, et ça s'est fait comme ça. Bon, ça s'est fait comme ça aussi parce que ça te plaît, et que derrière tu avais envie de continuer un peu cette aventure-là aussi de ton côté, quoi. Moi j'ai passé des très belles années, et j'ai aimé le métier que j'ai appris là-bas, parce que tu apprends quelque chose à l'école et après tu le développes sur le terrain. Je pense que c'est comme ça pour tous les métiers. Et donc ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert a été super cool. Et notamment, donc là je vais venir à ta question. Là on entre dans le vif du sujet. Et là on est sur quelque chose d'intéressant. Là c'est du lourd. Donc effectivement, ce que je découvre là-bas, même si on m'y avait un petit peu fait on m'en avait fait une introduction à l'école, mais là je le découvre vraiment, c'est le design produit. Qui m'intéressait, mais pas plus que ça. Ça m'intéressait juste, un peu comme tout le monde, le minimum. Tu connaissais quelques grands noms et c'est tout, tu vois. Et donc je découvre là-bas, parce que moi on me sollicite en tant que designer d'espace, parce qu'il faut qu'on fasse du projet, il faut qu'en tout cas eux qui n'ont pas la formation là puissent déléguer des projets qu'ils sont pas capables de faire à quelqu'un qui peut faire, tout simplement. Donc moi je suis amené à faire ça à la base, et uniquement ça. Et finalement il s'avère que comme c'est une TPE, très petite entreprise pour ceux qui savent pas, tu es obligé de faire un peu tout, tu fais plein de trucs. Donc, tu fais de la livraison, tu fais de la vente, tu fais du rendez-vous clients, commerciaux, tout ça. Des choses que j'avais pas forcément prévu de faire, et c'est ce qui donne toute la richesse au métier, c'est que tu fais plein de trucs et aucun jour ne se ressemble. Parce qu'on est bien d'accord quand tu dis design produit, pour vraiment ceux qui comprennent pas, vraiment vulgairement, c'est j'achète du matos design, quoi, du mobilier design. C'est entre aller chez Ikea et aller acheter des meubles de plus grande qualité, de plus grands noms du design. C'est fondamentalement, si je résume la chose, c'est une boutique qui vend du mobilier design, qui n'est pas créateur. On n'est pas, il n'y a pas de création. Voilà, c'est de la revente voilà. Et donc fondamentalement le parcours de ton client type, la première fois qu'il te découvre, a priori, c'est qu'il rentre dans ta boutique pour acheter du mobilier. On est bien d'accord? C'est ça. C'est là que j'arrivais. En fait, c'est que moi, je découvre ce monde du mobilier, du design, je vais le dire vulgairement comme ça, du design, parce que c'est le corps de métier de la boutique à la base. Avant que j'arrive, ça fait des années, 15 ans déjà que ça existe, et ils vendent du mobilier, tu vois, tout simplement. Donc, ils vendent des lampes, ils vendent des chaises, ils vendent des canapés, ils vendent du mobilier. Et en fait, ils ont voulu, donc en me recrutant, ils ont voulu, j'allais dire, amener une nouvelle corde à leur arc, c'est-à-dire au-delà de vendre, c'est pouvoir créer un contexte complet pour, par exemple, un particulier, une société, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu crées un restaurant qui fait appel à toi et ils veulent que tu vendes le mobilier. En plus de vendre le mobilier, il faut que tu dessines tout le projet, et comme ça, tu as une unité globale, il y a vraiment une tête pensante, et tu as un truc qui est super, super homogène à la fin. Et donc, si tu veux, c'est là que je venais, c'est que je découvre ce monde parce que eux, ils y sont, ils ont déjà un pied dedans, et ils appellent quelqu'un qui comme moi, qui peut faire du projet.
Et en fait, les deux mondes se rencontrent, le projet et le mobilier, on va dire, inerte, prêt à poser, quoi. Du mobilier qui est déjà existant, tu vois, c'est pas, faut le dessiner. C'est du mobilier, il existe, on l'a sur catalogue, on l'achète et on le vend. Donc Vous effectivement, l'achetez ailleurs, fondamentalement, c'est une référence ouais, qu'on retrouve. absolument, voilà. Donc là, après, tu as plein de designers. Là, en l'occurrence, c'est le monde du design. Donc, tu as plein de designers qui fabriquent, enfin, non, qui fabriquent pas, justement, qui dessinent pour des maisons d'édition comme Cartel, comme Vitra, comme Cassina, etc. Ils vendent leurs concepts et leurs produits, et ces marques-là fabriquent ces produits qui vont vendre chez des revendeurs comme nous. Donc nous, on est revendeurs, hein, aujourd'hui c'est comme ça qu'on s'appelle, on est revendeurs de mobilier, et donc ils vendent chez nous, et après, en plus, ils vendent sur Internet, voilà, en petit bonus. Donc si tu veux, voilà, le client, comme tu dis, comment il nous découvre, en général, il a d'abord besoin d'un petit quelque chose, ça peut être un petit cadeau, parce qu'on vend des petits objets, tu vois, genre là, juste à côté de moi, j'ai la lampe Fatboy qui rend bien l'écran. Impeccable. La lampe Fatboy, voilà, classique. Ça, des fois, j'ai des gens qui rentrent juste parce qu'ils ont besoin de ça. Et il s'avère qu'ils découvrent qu'on fait du projet. Et des fois, ils se disent, ah bah tiens, ça tombe bien, je suis en train de refaire des travaux chez moi, j'aurais besoin d'idées, machin. Et ça démarre comme ça. Et après, tout dépend de la demande du client, mais ça peut être un super petit projet, comme une salle de bain, ou même moins que ça, tu vois. Ça peut être un coin de pièce, vraiment un tout petit truc. Comme Ouais, ça peut donc être c'est ça, dans les une maison projets, ça complète. va du tout petit, ça peut aller à du très très grand. Quelqu'un Ah, bien qui sûr. achète une maison, qui fait un chantier, qui achète une ruine, et ça, tu peux aussi accompagner là-dessus, Tout quoi. à fait. Ok. Bah ouais, au-delà d'accompagner, on fait vraiment tout un tas tout un grand travail, aussi bien de conception que de maîtrise d'œuvre si besoin, maîtriser tout le chantier, voilà, chapeauter les artisans et vraiment amener le projet à une finalité au maximum réussie. Et effectivement, ça peut être ça, ça peut être, comme tu dis, là, pour du particulier, mais aussi pour du pro. Il y a déjà tu vois, des prothésistes dentaires, des gens qui nous appellent, des mecs qui font un labo, des mecs qui font des gros espaces tertiaires, Ouais, donc et il y ils a ont besoin autant d'un regard. du particulier que du professionnel, quoi. Absolument, absolument, Donc là, t'as autant les deux. si vraiment 50-50. je résume bien, du coup, tu as un petit peu ta casquette initiale de designer d'espace où les gens viennent te voir parce qu'ils ont besoin de revoir un espace, ils sont nuls, disons-le, et ils veulent faire Oui, quelque chose c'est de vraiment vulgairement dit, cool. hein, faut le dire. Ouais. Ils veulent C'est ça. déléguer. En fait, ils ont des grosses ambitions, mais peu de moyens, et donc ils se donnent les moyens d'y arriver en faisant appel à toi. Il se Ouais. trouve que tu as aussi cette un peu casquette du design produit, ou moins côté conception, mais vraiment côté conseil, parce que du coup, il y a un catalogue qui est énorme. Oui, C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser un absolument. peu la question. Aujourd'hui, franchement, disons-le, la plupart des gens, euh, ils vont faire souvent leurs travaux eux-mêmes, même des fois, ils vont même pas déléguer, même pas des artisans, ils vont faire leurs travaux eux-mêmes. Ah oui, oui, ouais, c'est clair. Ils vont aller acheter, bon, des fois, ils récupèrent des meubles à droite à gauche, ils vont acheter sur le Bon Coin, ils vont acheter chez Ikea, ils vont acheter chez les grandes marques qu'on peut connaître à droite à gauche. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple, mais qu'est-ce qu'un bon design et pourquoi Mhm. c'est important, par exemple, de choisir peut-être une référence plutôt qu'une autre, que ce soit dans le design produit? Et ensuite, sur un design d'espace, qu'est-ce qui fait qu'un espace est bon? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant qu'il soit bon? Est-ce que tu as un avis un peu sur la question? Et qui fait que, tu vois, Ouais, quelqu'un ouais, qui rentre dans ta il y en a boutique, plusieurs. il est là, oui, il est au comptoir, tu vois, le mec. Il est là, il te montre son salon, il est fier. Il est très fier. Toi, du premier coup d'œil, tu te dis, bon, ok, J'en ai des comme ah, ça. c'est vrai que c'est sympa. Je peux pas te dire vraiment le fond de ma pensée, mais moi, je veux t'accompagner pour qu'on fasse quelque chose d'un peu mieux. Donc là, je te parle pour du particulier, ça peut être pour du pro aussi. Et est-ce que tu as des choses à nous dire un peu là-dessus? Et peut-être Bah, ouais, même des anecdotes, hein, si ça passe par des vrais clients que tu as eu, c'est peut-être encore plus simple bien sûr, mais j'ai des pour éléments de illustrer tout réponse. ça. Alors, déjà, non, mais on passe rarement par le jugement, ça c'est clair et net, Non, bien sauf sûr, si c'est. vraiment on nous le demande, tu vois, comme un vrai un Dites-moi. SOS. Il y a des gens qui nous disent vraiment, mais dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui va pas et tout. Là, on va discuter. Mais quelqu'un qui va me montrer quelque chose spontanément comme ça parce qu'il est fier de montrer son intérieur, tu vois, même, enfin, j'allais dire, même si c'est pas à mon goût, je suis pas un grand juge, je suis pas là à Bien te sûr, bien pouvoir sûr. dire c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Tout dépend de ce que tu recherches, de ce que tu veux faire, etc. Mais après, du coup, ça dépend aussi dans ta question. Tu me demandes qu'est-ce qu'un bon design. Effectivement, tu peux déjà le décomposer en un bon design dans le produit, un bon design dans l'espace. C'est ce que tu suggérais. Deux choses Donc, différentes. je pense que, tu sais, je vais pas être paraphraser des phrases super Ah, mais vas-y, lâche ta petite. galvaudées et Fais du. répétées et Bien sûr. usées. Ah, mais tout le monde les Mais, connaît, tout le monde les mais, connaît je, pas forcément. mais je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais design, tu vois. Ah, tu te fais pas C'est- chier. Non mais tu vois, Ok, non, non, mais ok. ça c'est un premier élément de réponse parce que je pense que effectivement tu peux, et nous on a été formés à ça en plus, et le monde de l'art, même si c'est de l'art appliqué que nous qu'on travaille, quoi, c'est vraiment l'art appliqué, non pas l'art avec un grand A, qui est l'art plastique. Nous, l'art appliqué, c'est de l'art qui est amené à évoluer dans des contextes d'entreprise, de projets, de clientèle, etc. Donc vraiment de business. Euh, Déjà,
dans ces métiers-là, on est amené à développer des arguments, à aller chercher dans la profondeur des choses, des concepts, de la philosophie, des choses super pointues, qui sont pas toujours hyper importantes, hein. C'est un peu de la torture intellectuelle et se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer de cette chose et tout. Donc déjà, nous, par la formation, on est habitué à ça. C'est-à-dire à développer, intellectualiser et développer voilà, des notions et trouver du bon dans le mauvais. Enfin voilà, donc tu vois, on a déjà cette propension-là à pouvoir dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On peut toujours tout défendre ou tout défoncer s'il faut. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais design, c'est qu'en fait tu peux trouver tout un tas de choses partout, dans tout, et y trouver du bon. Et donc si tu veux, après, si on essaie d'être un tout petit peu moins vague, je pense qu'un bon design, il faut qu'il soit le plus fonctionnel possible, évidemment. Évidemment, parce que le design, c'est ça, c'est le mot anglais design, il veut dire concevoir. Et alors, j'ai appris un truc, je sais pas du tout, j'ai pas vérifié, mais je donne l'info parce que ça peut peut-être vous intéresser, et d'autres qui creuseront, peut-être même moi après cette interview, j'avais creusé ça, mais que le mot design, qui veut dire concevoir en français, serait éventuellement issu de dessin en français, donc dessin, D-E, pas D-E-2-S-I-N, mais D-E-S-S-E-I-N, donc le dessin. Ok, le projet et donc, de... voilà, tu vois, le dessin, l'objectif, le but. L'objectif. Et en fait, si design, le mot anglais provient bien de ça, c'est hyper cool, parce qu'en fait, dessin, ça veut dire, tu vois, le design, ça veut dire dessiner à dessin, Oui. tu vois. À destination de quelque chose, quoi. Donc, en fait, si tu peux résumer le design par dessiner à dessin, dans un but, en fait, t'as tout résumé en 3 mots, quoi. Donc c'est super intéressant. Ok, Donc, mais alors vérifier. attends, du coup, je Vas-y, me permets une petite virgule. C'est vas-y. que du coup, tu prends une chaise, je vais parler vraiment avec des chiffres simples. Tu prends une chaise Vas-y. qui coûte 20 balles, Ouais, tu prends une chaise qui coûte 500 balles, ouais, les deux ont le même dessin, c'est de faire asseoir quelqu'un. oui. Donc le même but, deux prix, Mhm. deux identités. Qu'est-ce qui se passe? C'est une belle Qui se question. moque de nous? C'est Qui une se très moque belle de nous dans question. cette histoire? Je pense que les deux se moquent un peu de toi, d'office. Je pense que tout le monde se moque un peu de nous, de toute façon, dans l'histoire. Dans le Franchement, monde du alors, business. décomposons un peu en cliché, décomposons Ouais. les choses comme ça. Prenons une chaise à 20 balles, pourquoi elle est cool? Pourquoi elle se fout de notre gueule? Ouais, bien sûr. Et, Non, mais et, je et peux pareil te sur répondre. une chaise à 500 euros, ok, qu'est-ce qui fait qu'elle est trop bien et qu'est-ce qui fait qu'elle se fout quand même un peu de notre gueule? Je peux te répondre, et je garde aussi la grande problématique de qu'est-ce qu'un bon design pour essayer d'y répondre un peu plus tard. Bien sûr. Mais on va se focaliser sur ce que tu me demandes là. C'est que une chaise à 20 balles, elle implique déjà d'être fabriquée dans une énorme série pour être rentable. À moins que c'est un petit mec dans ton village qui est un petit ébéniste qui la fabrique et qui se dit je la vends à 20 balles parce que ça m'a pas pris trop de temps et tout. Tu vois, il faut tout sous-peser. Mais une Bon, chaise qui ça est sur le n'arrive marché, très rarement. voilà, ça arrive que très rarement, d'accord, c'est un cas très très isolé. Il faut imaginer qu'une chaise qui vaut 20 balles, en général, elle est fabriquée dans un pays dans lequel on va pas trop respecter les conditions classiques, enfin les conditions même j'allais dire mince, comment, aide-moi, les conditions de vie humaine, enfin tu vois, la condition humaine, elle est pas respectée. Les droits de l'homme sont bafoués quand Les on fait droits une de l'homme, chaise à merci. 20 balles, a C'est priori. ça que je cherchais. Les droits de l'homme sont complètement mis de côté, effectivement. Donc, dans un premier temps, déjà, on sait que c'est dans un pays éloigné, c'est dans des conditions qui sont souvent vraiment dégueulasses, il faut le dire, pour sûrement des gens qui ont peut-être même pas l'âge de travailler, tu vois. Donc, une dimension C'est vraiment fabriqué avec écologique, sociale. écologique, économique humaniste. et social. Ouais. C'est de l'éducation civique, tu vois, à ce stade-là. C'est que vraiment, quand tu achètes un truc à 20 balles, en général, tu vois ton petit bénéfice instantané, c'est-à-dire le fait que ça te coûte pas cher et ça te va. Mais effectivement, c'est comme beaucoup de choses, là. On parle de design, Bon, mais ça marche dans exactement, beaucoup de bien choses. sûr. Ça marche dans Ça les s'applique aussi du coup à vêtements. cette industrie, voilà, il n'y a pas de magie. Ça parce s'applique, que voilà. Il y a pas de, c'est pas c'est comme beaucoup l'industrie n'est pas épargnée. d'industries, c'est le cas, quoi. Ok. Absolument. Donc déjà, il y a ça. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'elle est forcément produite en énorme série pour être rentable, parce qu'il faut qu'ils vendent de la matière, etc. Donc ça veut dire qu'encore une fois, c'est des objets qui sont fabriqués à mort pour vraiment pour remplir des cases d'un fichier Excel d'économiste, tu vois, de comptable. Ouais. Alors qu'en fait, on n'a peut-être pas besoin d'autant, et là, ils les fourguent au chausse-pied, après, ils font des démarques où, au lieu de valeur 20, elle vaut 10 balles. Tu vois, en fait, je pense que tu crées de la surcharge de présence sur le marché, de la surcharge de vente qui sert à rien, tu vois. Ok. Il y a plein de Bon, là, trucs qui sont un peu déraisonnables. si je me fais l'avocat du diable, ok, Ouais. d'accord, mais moi je m'en fous, j'ai payé 20 balles. J'ai Bien ma sûr. petite chaise, je rentre chez Absolument. moi, je m'en fous d'avoir la même que le voisin, je m'en fous Bien sûr. des conditions dans lesquelles elles ont été créées parce que je m'en bats les couilles. Ok. Et même au-delà de ça, j'ai peut-être juste pas les moyens de faire plus.
Bien Et, sûr, bien euh, sûr, et bien du sûr, il y a coup, ça. au-delà de tout ça, maintenant, pourquoi ce serait quand même un peu moins bien ou qu'est-ce qui fait qu'elle est bien, cette chaise quand même à 20 balles? C'est quoi son petit bon côté et quel est éventuellement ses autres mauvais côtés? Parce que je pense qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Non, mais alors c'est intéressant. Déjà, c'est sûr qu'après, une fois que tu auras fait ça, tu te regardes plus dans une glace de la même façon. Non, je déconne, non, non, Euh, évidemment. Non, mais c'est sûr que je me doute bien que de toute façon, tu peux pas mener tous les combats et qu'il y a un moment donné, tu peux pas non plus avoir systématiquement en tête les problématiques écologiques, économiques. Enfin, je comprends. C'est-à-dire quand tu es là, il te reste 150 balles pour finir ton mois, il te reste 10 jours, tu as besoin de chaises. Bah, évidemment, tu vas au minimum et tout. Donc, il y a plein de facteurs à prendre. Là, on fait de la théorie, hein, on fait pas de la pratique. Bien sûr. Donc, si tu veux, en général, pour te répondre, donc, par rapport à ce que je te disais, si elle est fabriquée dans un pays à l'arrache où vraiment les mecs, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont payés 1 euro de l'heure à faire ce qu'ils font et tout, et encore, je suis gentil, ça veut dire qu'elle va être fabriquée avec le minimum d'attention, déjà, d'office. Donc ça veut dire que est-ce qu'elle va être solide, ne serait-ce que dans la Mm. réalisation? C'est un premier problème. Je pense que non. Deuxième problème, c'est que si elle coûte pas cher, c'est qu'elle est fabriquée avec des matériaux vraiment au minimum du minimum. Donc pareil, tu t'exposes à avoir un produit qui est super, super pas viable dans le temps et super pas pérenne parce que mal fabriqué et avec des produits de très très basse gamme, quoi. Parce il faut que ça soit vendable. Il faut qu'il fasse une marge. Avec 20 balles, t'imagines, t'as pas beaucoup de... Il faut que ça coûte que dalle la chaise pour faire une marge. Tu vois. Donc d'office, mal fabriqué, avec de la mauvaise qualité, pour moi, tu n'iras pas loin. Donc après, c'est aussi questionner son propre besoin d'acheter quelque chose. C'est-à-dire que si tu te dis j'ai besoin d'acheter quelque chose, une chaise, par exemple, c'est pour ce soir et demain, j'en ai plus besoin. Genre, tu vois, par exemple, tu fais une grosse soirée, tu accueilles 30 personnes, tu accueilles jamais 30 personnes, ou pas très souvent, tu as besoin de chaises, bon, bah, allez, au pire, elles feront la soirée, ça suffira pour ce soir. Mais si tu veux une chaise dont tu as besoin pendant les 5 prochaines années, je pense que c'est un mauvais calcul de se dire, ok, j'achète le minimum du minimum. Et encore une fois, tout dépend de la situation. Je Bien parle pas sûr, de ok. quelqu'un qui est vraiment qui est aux abois et qui a besoin d'une chaise, tu vois, comme ça, le minimum. Je pense que c'est un petit peu d'argent de côté, mais même pas énormément, tu vois. Tu peux déjà aller chercher des belles chaises à 60, 70 euros, 80 euros la chaise, ce qui est déjà un montant, attention, hein, mais je veux dire, il vaut mieux se mettre dans la perspective de se dire, ok, j'ai besoin de chaises, donc dans 2 mois, les chaises que j'ai, je vais les remplacer, donc je vais les mettre un petit peu de côté. Tu vois, c'est essayer de réfléchir différemment à l'acte d'achat, de dire, ok, j'achète pas sur un coup de tête, c'est je sais que j'en ai besoin, donc je vais essayer de prévoir un peu le coup. Et je pense Ça, on qu'en en faisant avait comme déjà ça, parlé, c'est un tu petit peu t'organises la un petit peu. différence entre j'achète une chaise et je m'équipe. La notion d'équipement, Absolument, et absolument, de l'équipement vraiment se dire, et la là voilà, consommation, bien alors sûr. pour aller dans l'excès, c'est un peu comme les grands-parents qui avaient des meubles en bois, tu vois, qu'on appelait increvables, alors qui sont peut-être plus Bien de notre sûr. goût, mais qui Ils objectivement, en sont termes incroyables. d'équipement, Ah bah, sont quand même imbattables. c'est incroyable. Made in Europe, matériaux de qualité, indestructibles. Voilà, on peut Ah pas faire bah, mieux. Après, c'est clair. c'est pas forcément les goûts du jour et ça permet pas forcément beaucoup de flexibilité, mais on est quand même dans le sommet de l'équipement. Et c'est vrai qu'à Oui, l'époque, d'ailleurs, je pense savoir, c'est pas une époque qu'on a connue, mais que les meubles, ça fait vraiment partie des grosses dépenses. Et oui, notamment, je sais oui, qu'il me oui, semble oui. que dans les mariages, il y avait beaucoup aussi de choses, enfin, ça se transmettait beaucoup, Oui, les la meubles de la vaisselle, les grand-mère. meubles, Voilà, il y ouais, avait bien beaucoup sûr. ce truc-là, mais parce qu'effectivement, c'était cher et ça durait, quoi. Bon, aujourd'hui, donc on a ces chaises à rabat, l'industrie a permis tout ça, la mondialisation a permis tout ça. Et Oui, donc, néanmoins, subsistent des chaises à 500 balles. Donc, exact. quelle est la place pour ce marché-là? Parce que en général, dans le jeu de la mondialisation, on perd à peu près les concurrents qui sont, enfin, par exemple, si on prend juste la France, il y a des industries qui disparaissent parce que la mondialisation ne permet pas de subsister, mais le design haut de gamme subsiste, même moyen de gamme, ça tient. Alors pourquoi? Ça intéresse qui? Pourquoi les gens achètent ça alors qu'il y a des chaises à 20, 30, 40, 50 balles? Pourquoi on s'amuserait à mettre 200, 300? Et aujourd'hui, c'est ce que tu vends. Donc, qui sont tes clients? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Ça veut dire qu'il faut que je vous convainque là, les auditeurs, parce J'arrête que de te dire, ouais. sinon je vais passer pour un énorme escroc. Et en plus, ça veut dire que tu vois, si je vous convainc pas maintenant, c'est que je suis pas capable de vendre. Donc non, effectivement, je te réponds. Déjà, il y a une petite statistique qu'on peut sortir, qui est un chiffre qui sort pas de mon chapeau, mais qu'on peut retrouver à peu près sur les sources internet, quelques magazines, etc., qui dit que le haut de gamme, déjà dans le mobilier, hein, je parle que de mobilier, le haut de gamme, il représente déjà que 7% du marché du mobilier. Donc ça veut dire que déjà, tu touches pas beaucoup de monde, ça c'est sûr. C'est une première chose. Donc d'office, ta cible, c'est pas le grand public, c'est pas tout le monde. Je pense que tout le monde peut être intéressé et être finalement amené à acheter dans le haut de gamme, mais tout le monde n'est pas visé. Donc ça, c'est intéressant déjà de le savoir, c'est que c'est 7%. 7%, c'est rien. C'est voilà, c'est 7 personnes sur 100, tout simplement, enfin pour l'illustrer autrement.
Ah non, mais ça parle, Non, mais tu vois, j'ai comme pas ça. visuel. Ça parle comme ça. Donc déjà, pour commencer, ça veut dire que tu vas viser des gens qui ont en général une bourse un peu plus élevée que la moyenne, d'office. Donc c'est sûr que tu as un peu cette notion de vouloir se démarquer, de vouloir quelque chose de qualité. Tu vois, je pense que le niveau de vie, quand il augmente, techniquement, tes Ok. exigences augmentent. Donc Tu tu as parles déjà envie de de... qualité qui augmente, c'est-à-dire que la chaise à 100 Ouais. balles est quand même objectivement mieux Ouais, finie. Il y a j'y viens pas absolument. d'hésitation là-dessus. Mais alors, tu sais quoi, faisons une petite parenthèse là-dessus, comme ça après on peut conclure différemment. Parlons d'une chaise à 500 balles, comme ça après on sait ce que c'est, on l'a défini et on peut parler de la suite. Si tu veux, une chaise à 500 euros, ça peut être pour plein de raisons 500 euros. Et je pense même qu'aujourd'hui, il faut se méfier un petit peu de ce qu'on te propose à 500 euros. Parce que quand tu te dis, OK, 500 euros, pourquoi? Est-ce que les 500 euros, je suis capable de tout de suite là, de les décrypter dans le produit? Est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce qu'ils sont entendables? Est-ce qu'ils sont logiques? Est-ce qu'ils sont cohérents? Je pense que déjà, c'est une première question à se poser avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que tu peux avoir le coup de cœur classique, tu vas dans un magasin, tu vois un super truc, il coûte cher, tu dis merde, vas-y, j'ai des sous, ou je les aurai le mois prochain, je me lance. Ça peut, tu vois, le coup de cœur, c'est un truc qui Bien est un sûr, petit ouais. peu un ennemi pour tout le De monde. toute Tu vois, façon, par essence, c'est dénué de raison. Donc, c'est dénué de raison, si on exactement. cherche à Voilà. raisonner le prix, c'est là qu'on a besoin Voilà, de... tu peux pas la raisonner à ce moment-là. Donc si on met ce cas-là à part, l'achat, je pense qu'il doit justement être mis un peu à l'examen, à se dire ok, est-ce que c'est un bon achat, est-ce que je vais loin avec, est-ce que ça a du sens d'acheter ça, etc. Et je pense qu'une chaise à 500 balles, quand ça commence à coûter ce prix-là, une chaise, t'en rachètes rarement une seule, c'est souvent par 4, par 6, par 8, donc 500 4, balles, 6, ça 8, commence ouais. à faire une belle enveloppe. Donc tu te poses la question, est-ce que c'est légitime? Et je pense qu'il y a plein de cas dans lesquels c'est légitime, il y a plein de cas dans lesquels c'est pas légitime. Et donc, après, c'est Et à alors, chacun au de se positionner. quotidien, sur la moyenne des gens, c'est quoi Ouais. les grands conseils que tu peux donner à quelqu'un qui dirait non, non, par exemple, quelqu'un qui voudrait pas mettre ce prix-là d'entrée de jeu, Ouais, quelqu'un qui dirait ah ouais, non, ça n'a aucun intérêt de mettre ce prix-là, je quel serait comprends. pour lui l'argument? Admettons, même il peut se le permettre, admettons, il peut se le permettre, mais juste Ok. c'est stupide, ça n'a pas d'intérêt de le faire. Quel serait, pourquoi il pourrait le faire éventuellement? Bah, moi, alors, c'est intéressant parce que ça implique encore plein de notions. Je trouve que vivre au-dessus de ses moyens, c'est ridicule. C'est pas intéressant parce que ça t'amène finalement qu'à du négatif. Mais je trouve que vivre en dessous de ses moyens, c'est pas non plus très intéressant. C'est-à-dire que si tu as des moyens de te faire du plaisir avec du très beau, des super produits, de la super matière, de l'histoire, parce que ça véhicule aussi beaucoup d'histoire finalement, tous ces produits-là, c'est quasiment du muséal. Je pense que si tu peux te le permettre, il faut essayer de t'y intéresser, un minimum. Après, voilà, tu n'es pas obligé, mais je pense qu'il y a déjà cette notion-là. De pouvoir le faire égale, vaut mieux peut-être essayer de le faire. Donc, je pense que si tu as les moyens, c'est dommage de ne pas le faire. En fait, je pense que si tu as les moyens et que tu ne le fais pas, c'est que tu as soit pas du tout le goût de ça, hein, parce que tu faut une appétence pour aller faire ça. Enfin, C'est un peu comme l'horlogerie, les belles voitures et les choses comme ouais, ça, quoi. je pense que oui. Si tu connais pas du tout les voitures, t'es peut-être pas amené à en acheter une belle, ou alors tu vas juste avoir le premier vendeur qui va t'en fourguer une et tu vas l'acheter parce que t'as pas de la culture pour aller chercher plus loin. Je pense que si tu développes un petit peu ta culture générale et ta culture de ces choses-là, naturellement, tu vas avoir envie d'aller vers des choses de plus en plus pointues. Je pense que c'est un biais humain naturel, tu vois, vraiment de vouloir un petit peu s'équiper correctement. Et je pense même, je dis un biais humain, mais je pense qu'un oiseau, quand il fait son nid, il va choisir une belle branche, tu vois. Il va pas prendre la première branche de merde qu'il a trouvée par terre. Non, non, il va choisir, il va sélectionner. Donc je pense que c'est même naturel, c'est pas qu'humain, c'est même assez naturel de vouloir un petit peu le mieux pour soi, pour son foyer, pour sa famille. Voilà, donc je pense que déjà, quelqu'un qui a les moyens, qui le fait pas, c'est un peu dommage. C'est tout ce que je dis. Ensuite, du coup, si tu dois convaincre quelqu'un d'acheter une chaise à 500 euros, qui n'a pas forcément les moyens, en tout cas dans l'immédiat, je pense que tu peux essayer de lui faire changer un petit peu de perception sur ce que ça représente comme bénéfice. C'est-à-dire le bénéfice de la durée, parce que moi je peux te proposer des chaises du Corbusier des années 40 ou 50 qui sont encore là aujourd'hui, tu vois, qui ont été usées jusqu'à la moelle par des familles et tout, qui sont encore là. Donc déjà, tu sais que tu as déjà un bénéfice de longévité qui est monstrueux, et aussi un bénéfice d'investissement, parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais si tu dépenses 500 euros dans un mobilier on va dire qui est notable, en général, ces 500 euros-là, tu les as placés, et si demain tu as besoin de les récupérer, tu es capable de les récupérer à peu de choses près en les vendant en seconde main. Parce que c'est des objets qui sont très recherchés, parce que c'est des objets que les gens connaissent, donc tu as toute une espèce de pan du marché secondaire qui sont des gens qui cherchent, aussi bien pour des ventes d'antiquités, donc des antiquaires, ou des mecs qui vendent de l'occasion, ou des gens qui sont des passionnés, qui recherchent des pièces spécifiques, etc. Donc c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances de récupérer de l'argent
à la vente d'un mobilier que tu as acheté avec un peu plus d'enveloppe, qui est nommé, qui est un grand designer, une grande marque, que de récupérer des sous sur un truc que tu as acheté pas cher. Tu vois, si tu veux, Là, quelque part. si je fais vraiment un cas de figure, t'achètes une chaise que tu trouves dans n'importe quel magasin à 50 balles. Ouais, Admettons, tu t'achètes plusieurs chaises, tu as une enveloppe de 300 € de chaises que tu as acheté. Si jamais demain tu n'en veux plus, tu veux en changer, ou parce qu'elles ont cassé, qu'importe, tu veux revendre. En général, c'est soit déchetterie, soit tu les donnes, exactement. soit tu les revends Ouais, une 20% de la bouchée de valeur, pain, enfin genre même pas, 20%, c'est divise. énorme. Voilà. C'est Non, énorme, mais non, 20%. non, 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 c'est pas enfin, ça, c'est moins que ça. compris. Alors que par C'est moins que exemple, ça. une chaise, même si elle est encore produite de série, par exemple, une chaise à 500 balles, encore une fois, ça reste assez haut. En vrai, il n'y a C'est déjà pas. haut. Attention, Une 500 balles, chaise, c'est déjà 500 €, la c'est très chaise. loin. Voilà, Très c'est très haut. Je gourmand. prends un exemple extrême, je fais exprès. Mais c'est C'est vrai que gourmand. c'est pas la range la plus. Voilà, mais 500 balles la chaise, tu vas la revendre, même si elle est encore produite en série, Ouais. tu peux la revendre facilement. Enfin, tu baisses peut-être 20%. C'est l'inverse en fait, c'est le 80-20 inversé. C'est exactement, C'est, exactement. C'est tout à je fait dire ça ça. comme ça. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est une valeur un peu sous-jacente où, en fait, quelque part, c'est se dire, ok, je dépense plus, mais tous les jours, littéralement, je jouis d'un meilleur confort. J'ai Exact. du plus beau matériel, Exact. plus robuste. Si je prends plaisir, bah, tant mieux, je vais forcément le rentabiliser parce que vu que je l'aime bien, je vais vraiment le garder longtemps. Donc, je retombe sur mes pattes. Il ne me plaît plus, je veux changer d'air ou quoi, je les revends. J'ai pas perdu tant que ça finalement, voire gagner, parce que ça peut arriver, Ah oui. gagner de l'argent quoi. Donc, bon, T'as faut faire attention à son matos, mais, mais voilà, T'as c'est très bien possible. synthétisé le truc, c'est que finalement tu gagnes sur tous les tableaux, à peu de choses près. C'est sûr qu'à l'immédiat, tu fais une plus grosse dépense, finalement tu gagnes sur tous les tableaux. Et en plus, c'est une dépense qui n'en est pas vraiment une, comme je le disais, c'est un investissement. Et en fait, dans le mobilier haut de gamme, arrive la notion de cote, comme dans une belle montre, comme dans une belle voiture. Tu vois, une Porsche aujourd'hui, une Porsche 996 vaut beaucoup plus qu'elle ne valait il y a 15 ans, parce que les gens ne l'aimaient pas, etc. Et là, elle redémarre avec une cote où finalement les gens s'y réintéressent à nouveau, et donc là, la cote, elle monte en flèche. Et le mobilier contemporain, dit design, on va dire comme ça, encore une fois, je fais simple, il est soumis très souvent à des cotes. Donc finalement, c'est intéressant de se dire, ok, si j'achète, et je choisis bien, en plus, si j'achète pas n'importe comment, il y a de très grandes chances que non seulement je perde pas d'argent, mais potentiellement j'en gagne, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, tu as un bénéfice au quotidien de se dire, ok, je jouis d'un produit qui est une super référence, qui est belle, qui est confortable, qui attire l'œil, qui crée de la conversation aussi, parce que ça te permet, quand des gens viennent chez toi, alors c'est pas pour te la raconter, c'est pas l'objectif de dire, ouais, t'as vu, moi j'ai ça, c'est plutôt de se dire, ok, tu t'es assis sur cette chaise, je t'en parle 2 minutes, c'est intéressant, tu vois. Finalement, essayons d'amener un petit peu de sophistication là où on peut. Alors, à l'inverse, Plus qu'une parce que chaise. du coup, petite anecdote personnelle, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, c'est un peu un icebreaker. Tu vois, ça permet de Ouais, déclencher des conversations. Moi, ça m'est déjà arrivé, même pour rigoler, je vais chez mon dentiste pour la première fois, j'arrive dans la salle d'attente, t'as 4 cartels, t'as une petite, enfin, t'as une petite lampe à droite à gauche, il y avait une tisio la dernière fois. Hop, j'arrive dans le cabinet, ah, j'ai vu que vous avez une petite tisio, là, elle serait pas à vendre par hasard. Hop, tu dis, ah, vous connaissez, tac, tac. Et hop, c'est vrai que des fois, bien sûr. ça peut créer des conversations. De la même façon que une voiture, ça peut déclencher une conversation parce que c'est des choses qui sont un peu connues, qui sont un peu voilà. Mmh. Donc ça me permet, j'en profite pour mettre un peu un pied dans un pan de la conversation qui m'intéresse, c'est que ça peut être intéressant d'un point de vue business, c'est-à-dire quand on est dans des bureaux, quand on reçoit des clients. Encore une fois, ça va dépendre peut-être aussi les métiers ou les disciplines, mais c'est vrai que s'équiper de quelques références de ce style peut permettre de témoigner d'une certaine culture, déclencher des conversations, ça peut montrer un espèce de savoir-vivre entre guillemets. Ah bah, ça affiche un Heu, statut social, hein, c'est sûr, c'est voilà, sûr. ça peut permettre aussi, ce genre de choses. Absolument. Bah, Ça, c'est si quelque tu chose que veux, tu as vérifié? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ailleurs? J'en profite, est-ce que ça t'est bien déjà sûr. arrivé dans Oui, oui, non, bah, c'est énormément. Enfin, c'est sûr que finalement, c'est vraiment une surcouche que tu superposes à ton regard de connaître. Mais la culture, ça marche partout. C'est-à-dire que tu connais des tableaux, tu connais des voitures, on en parlait, tu vois, ça peut être de la culture, on va dire, qui n'est pas de la culture avec un grand C, tu vois, les châteaux de France, et tout ça, tu vois, des trucs très, très pointus. Ça peut être des choses plus basiques. Mais au final, juste le fait de connaître les choses t'amène forcément à de la discussion avec des gens. Parce qu'il suffit qu'un mec se gare devant chez toi avec une Z3, tu lui dis, ah tiens, c'est laquelle, c'est le coupé, c'est le, tu vois, tu peux parler de son truc, juste t'intéresser à lui. Je pense que la culture te permet de t'intéresser aux gens, en fait, et c'est réciproque. Donc, il est clair que, de toute façon, si tu connais un petit peu du mobilier contemporain, le jour où t'en vois, fatalement, t'as Mmh. envie d'en parler, parce que tu connais, tu dis, tiens, ça m'évoque quelque chose, Bah, ah, tiens, mon grand-père avait ça, ma grand-mère, en fait, tu retrouves des choses. que ce soit à titre privé ou professionnel, c'est vrai qu'on oublie que
s'équiper en termes de mobilier, c'est un peu comme s'habiller, quoi. C'est-à-dire que tu vois, ça Bah, ne bien donnerait sûr. pas l'idée de venir avec ton pire t-shirt, ton pire En pantalon, ton tongs et mec, tout, tu vois. bien sûr. Bon, c'est un peu comme si tu disais, je sais pas, je me mets, t'es agent immobilier, tu sais, t'accueilles un client, puis alors t'es là, tu lui présentes une chaise, tu sais, là, Branlant, tu sais. tac, tac, le bureau, attendez, il slack un petit coup sur le côté pour que ça se remboîte, tu sais. Tu vois, un petit truc un peu comme ça, tu vois, pas ouf, tu vois. C'est ça, Voilà, c'est un peu, c'est ça. c'est un peu ça. Donc après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut pas dire qu'il faut à tout prix mettre cher pour que ce soit fonctionnel, parce qu'en fait, si on synthétise un peu, tu me dis si je suis dans les clous, mais si je t'ai bien compris, euh, il y a des très bons designs pas très chers, et en fait, ils Oui, sont bien designés dans cette considération qu'ils ont répondu à une problématique à un prix équitable. Parfois, il y a des bons produits, vraiment, avec des bons matériaux. Il y a une bonne synthèse qui est faite. Genre, vraiment, le meilleur rapport qualité-prix. Genre, j'ai mis 70 €, le designer pouvait pas faire mieux, quoi. Tu vois, vraiment, ils ont tout donné. Il y a aussi des très mauvais produits trop chers. Je suis sûr que même dans des références de design, il y a de la merde très chère, j'en suis sûr. Moi, je suis pas le plus grand connaisseur, mais toi, tu dois reconnaître des produits qui sont bas. Je le sais, tu m'as déjà raconté des références qui valent assez cher et qui reviennent en SAV, des canapés, des choses comme ça, bien qui sont un sûr. peu mal conçus. Ils se rendent compte qu'après que c'est mal Ouais. conçu. On fait le parallèle depuis tout à l'heure avec les voitures. C'est comme ces nouvelles voitures, et puis 3 ans après, tu as un rappel. Ils s'en rendent compte qu'après, puis 10 ans après, on dit ah ouais, cette série c'était de la merde. Bon, bah, quand elle est sortie, on s'en rendait pas compte. C'est un peu pareil dans le design. Donc presque, c'est vrai que c'est bien d'acheter presque des produits qui ont été éprouvés finalement. C'est là que le conseil entre en ligne de Exactement. compte et que ça devient intéressant de s'orienter vers des gens qui connaissent un petit peu le marché parce que on a un petit peu, nous, subi les embûches, justement, dont tu parles, comme des séries d'OB, etc. Et donc, nous, on sait un petit peu plus, je dis pas qu'on sait tout, mais on est un petit peu plus au fait de ce qu'il faut éviter, quels produits sont un petit peu esquivés, et des produits qui sont des fois effectivement catastrophiques à des prix très très élevés, hein. Donc, effectivement, comme tu dis, il peut y avoir des designs excellents à des prix super abordables. C'est pour ça que le mot haut de gamme, en fait, il est pas bon parce qu'en fin de compte, il amène à penser que voilà, c'est pour une certaine catégorie sociale, c'est un prix, etc. Le design, c'est pas ça, dans le sens où si on revient à l'essence, c'est concevoir, voilà, dessiner à dessin, concevoir un objet avec une fonction particulière ou un but précis, ou voilà, vraiment quelque chose d'imaginer à l'avance. Et donc, je pense que finalement, le design ne doit pas systématiquement coûter cher. C'est pas la peine. Ça dépend juste de ce qu'on fait. Et effectivement, pour répondre, comme ça, on essaie de répondre aussi et d'évacuer certaines des idées d'avant, de ce qu'on disait avant. C'est qu'une chaise à 500 euros, si elle coûte 500 euros, souvent, c'est qu'elle est avec des matériaux de très belle facture. C'est du beau bois, c'est de la belle, voilà, c'est de la belle matière. Ça va être des fois des belles. Aujourd'hui, récemment, ils ont fait chez Alessi de la chaise en inox 18-10. Enfin, c'est très particulier. Tu te dis, ils ont vraiment utilisé une matière qui est faite pour faire des couverts, pour faire des assises. Donc, tu vois, il y a vraiment une espèce de recherche et développement. Il y a une façon d'essayer de mettre au point des produits qui sont, je dirais, presque. Ils n'ont rien à faire sur le marché. Ils ne devraient pas exister quelque part. Mais c'est dans la tête d'un designer un peu foufou qui s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on n'utiliserait pas cette matière-là pour créer des produits qui finalement peuvent être super top? Après, le prix est cher pour le coup, hein, ce dont je parle. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est que finalement, une chaise à 500 euros, souvent, elle se justifie par des très beaux matériaux, un coup de crayon d'un designer connu, donc Puis qui une propose histoire sa aussi que cote, tu achètes un. et voilà, et l'éditeur aussi, parce que si c'est un éditeur, tu vois, tu prends des marques comme Cartel, par exemple, qui sont, je dis Cartel parce que je vois des chaises Cartel derrière toi, les fameuses Masters. Tu as effectivement une histoire. Tu as le Cartel, c'est depuis les années 60, un petit peu avant, légèrement, enfin, allez, on va dire les années 60. Et donc, si tu veux, t'achètes tout ça, le folklore, le savoir-faire, la machinerie, la recherche et développement, le designer qu'il faut payer, parce que là, en l'occurrence, c'est Philippe Stark pour la Masters. Donc, un mec exigeant, je pense, sur ses tarifs quand ils vendent le produit. Donc, c'est tout un écosystème, en fait, à nourrir et qui amène Et à un après, prix, voilà. comme tu l'as dit, de toute façon, là, parce que là, j'ai pris vraiment l'exemple 500 balles, parce que c'était pour une chaise, ça peut paraître Oui, oui, déraisonnable pour c'est toi. déjà Et élevé, sachant que voilà. C'est déjà ça élevé. va plus haut et ça va plus bas aussi, bien sûr. Exactement. Mais c'est vrai que là, tout à l'heure, tu prenais l'exemple de la petite Fat Boy qui est juste à côté de toi. Je crois, on est quoi? C'est à 70, 80, un truc comme ça? Ouais, 75 euros actuellement, là, en Ouais, 2023. 75. Aujourd'hui, tu peux avoir des petites pièces ici et là. C'est-à-dire que tu peux avoir t'es pas obligé d'avoir voilà, c'est ça le truc aussi à bien expliquer. T'es pas obligé d'avoir des bureaux ou un intérieur chez toi 100% design. Ce serait presque absurde. Au Ouais, il final, faut. presque. Ouais. C'est ce que j'aime bien me dire des fois. C'est bien d'avoir des choses assez neutres et inintéressantes pour précisément pouvoir valoriser 2-3 Le trucs. faire Et en valoir, le fait, fameux. tu vois, non mais t'as un peu ce truc Tu où peux, tu peux. voilà, tu vois, c'est vrai que chez toi, regarde, t'as une petite Fat Boy. Tu prends un petit luminaire que tu vas payer 200 €, un peu plus que ce que tu aurais mis d'habitude. Justement, j'allais dire, tu vois, si t'as pas trop de budget, que tu veux acheter du design et que tu veux essayer de créer une ambiance dans une pièce, faire le maximum d'effets,
moi, mon intuition, c'est que c'est plutôt de se tourner vers le luminaire. Tu as peut-être une autre approche aussi. Qu'est-ce qui peut se faire Mmh. pour rapidement, même en mettant un peu plus cher que d'habitude par rapport à chaque objet, mais quels sont allez, le top 5 tu vois, des objets, les 5 objets que tu achètes si tu te dis, OK, je vais pas pouvoir m'équiper complètement en design, je n'ai pas envie de ça, mais par contre, OK, je suis ouvert à mettre un petit point de focus ici, créer un petit effet pour qu'il y ait un petit wow visuel quand on arrive. Tu conseilles quoi? Sur quoi tu te focalises un peu? C'est une bonne question. Je dirais qu'effectivement, tu as soulevé un bon point en parlant d'éclairage, parce que je crois que l'éclairage est finalement, assez, méprisé malheureusement. En général, on aime bien, du bel éclairage, mais c'est pas forcément là-dedans qu'on met le plus de budget. Or, c'est vrai que tu peux faire je prends le cas de mon métier, tu peux faire un magnifique projet d'architecture, super top. Si tu as claqué tout le budget dans la forme, les matières et tout, et que tu as plus rien pour éclairer, donc avec un bel éclairage bien réfléchi, bien mis en place. Je pense à des marques comme Modular, de l'éclairage architectural qui va vraiment mettre en scène et sublimer ton projet. Si tu n'as plus de sous pour éclairer, tu peux défoncer ton projet, quoi. Donc finalement, il faut bien se méfier. L'éclairage, je pense que c'est très important. Donc effectivement, tu peux te dire que des lampes seraient, et de l'éclairage en général, serait une bonne première piste d'achat. Après, c'est sûr que c'est pas forcément les plus grosses pièces. Tu vois, aujourd'hui, des grands luminaires, je pense à la Vertigo, hein, qui est un peu la sempiternelle Vertigo, qui est ce grand luminaire très très large en suspension, donc qui fait un effet qui est très très fort. Tout de suite, tu as un impact visuel assez important. Quand tu rentres dans une pièce et qu'elle est là, c'est souvent le premier truc que tu vois. Donc, tout dépend de l'effet que tu recherches. Je dirais, je vais essayer de te répondre vraiment factuellement. Juste avant, j'introduis cette petite notion de personnalité et d'effet personnel, de se dire, OK, c'est à chacun que ça doit plaire l'intérieur, c'est chez qui on est. Je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie de se dire, OK, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit du bleu, il faut que ce soit du gris, il faut que ce soit... Non, je pense que chacun va trouver midi à sa porte. Je pense qu'il faut essayer d'affûter son œil au fur et à mesure pour que ce soit de plus en plus qualitatif, de plus en plus sophistiqué, même pour soi-même. Mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas de minimum syndical, je dirais. C'est vraiment, il faut que ce soit au plaisir de chacun. Et ce que j'aimerais amener comme petite notion, c'est une phrase de William Morris, qui était un très grand artiste, slash designer, slash sculpteur, graphiste, enfin quelqu'un qui était un ponte de l'art et de l'art appliqué. C'était un des chefs du mouvement des arts and crafts au 19e siècle. Et il disait ceci, qui est tout simple, il disait n'ayez rien chez vous qui ne soit utile ou que vous ne trouviez beau. Donc finalement, je pense que c'est un peu marrant parce que c'est idéaliste comme ça, mais c'est très simple, c'est très efficace. C'est-à-dire que si tu as quelque chose parce que par exemple ça te rappelle ta grand-mère, ça peut ne pas être beau, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'est personnel, qui peut être beau pour ce que ça représente et non pas pour sa forme physique. Donc je pense que tu peux avoir finalement un intérieur qui est garni de petites choses qui te plaisent à toi et toi seul. Ou alors qui sont très utiles, parce que voilà, ça c'est pas très beau, mais c'est super utile. Donc finalement, si tu te tiens cette doctrine, n'ayez rien chez vous qui ne soit utile ou que vous ne trouviez beau, en général, tu peux déjà débarrasser 80% de ton intérieur. En général. Je vais me permettre de rebondir là-dessus, parce que ça me fait une belle transition. Parce que là, Okay. si je décompose un peu, je vais vraiment reprendre à la base un petit peu, mais en gros, les gens, s'ils achètent du design, c'est pourquoi? C'est parce que plus solide, ça raconte une histoire, ça peut déclencher des conversations, ça garde une certaine valeur. Ça a du chien en général, hein, ça Voilà, a de ça la a du gueule. chien, ça ressemble pas à tout ce qu'on a pu déjà voir. Ouais. Donc là, bon, voilà, je suis prêt un peu à dépenser, pour du design. Sauf que là, derrière le comptoir, tu as 2 types de personnes. Tu as le particulier, et là, tout ce que tu viens de dire par rapport un peu au goût personnel, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir quelqu'un, je dis n'importe quoi, mais tu sais qu'il adore la chasse, et puis tu sais, en plein milieu de son salon, tu as vraiment une bête Une énorme, grosse tu vois? Genre, tête ça de va faire sanglier. fuir ah mais tu vois, ça va faire fuir, la moitié des personnes, tu vois? Mais pour lui, tu vois, si j'écoute ce que tu dis, en l'occurrence, c'est OK, Ouais. tu vois? C'est OK par rapport à lui. Maintenant, il y a aussi un deuxième type de public, c'est les professionnels qui vont accueillir du public. Je prends un exemple, tu parlais par exemple tout à l'heure d'un orthodontiste, on peut parler éventuellement d'un espace de vente où tu accueilles des clients au quotidien, on peut parler, je te dis, agence immobilière, un vendeur de vêtements, on peut imaginer plein de choses comme ça. Et c'est vrai que quand on s'adresse un peu au grand public, et si on commence à se poser la question de qu'est-ce que j'achète si je suis amené à plaire au plus grand nombre et à faire le moins de fautes de goût, Mmh. est-ce qu'il y a quand même des D'accord. codes? Est-ce qu'il y a quand même des Oui. des Je vois ce que normes? tu veux dire. Moi, je parle en tant que personnel, tu vois, si je suis, moi, je suis designer graphique, donc tu vois, si jamais je suis contacté pour faire un carton d'invitation d'anniversaire ou de mariage, la petite blague, qui est personnelle à la famille, que tu vois, qui peut être graphiquement hideuse, heu,
ça peut passer. Par contre, si je commence à faire, par exemple, une affiche qui va être dans la rue, il y a des choses, c'est non. Il y a des Ouais. règles un peu, enfin, il y a des règles, il y a jamais vraiment de règles, mais il y a du conseil que je peux apporter en disant: «Là, vous déconnez, là, c'est pas lisible, là, ça marche pas, là, la typographie, elle est pas bonne». Il y a quand même des règles et du coup, quelqu'un qui n'y connaît rien, voilà, quelqu'un là parce que là, on a beaucoup parlé un peu des grands concepts, donc là, je pense que les personnes qui veulent un peu on peut faire une petite synthèse aussi là-dessus, les gens qui veulent s'intéresser au design, déjà peuvent aller sur ta chaîne YouTube, on en parlera à la fin, tu pourras la rebalancer, mais Avec plaisir. entrer dans un magasin de design, aller demander conseil, aller regarder, aller toucher, essayer, c'est vraiment des choses qu'il faut voir en vrai. C'est très difficile en photo, ça veut pas dire grand-chose. Si vous voulez tenter, chez vous, très bien, il y a le marché de l'occasion, il y a pas mal de choses qui sont possibles, donc risquez-vous à ça. Maintenant, si on prend voilà, un professionnel qui est soucieux de se dire: «OK, moi j'ai des locaux d'entreprise, parce qu'ils ont des bureaux pour les équipes, ou bien j'accueille des clients et je veux faire en sorte que mon espace soit le plus clean possible, que cela passe» parce que là, on joint le design produit et le design d'espace, parce que tu pourrais très bien faire un bel espace avec des mauvais produits, malgré tout. Ce Oui, serait peut-être moins solide, mais ce serait possible de faire quelque chose tout à d'efficace. fait, mais tout est possible, bien sûr. Donc si on conjoint le design produit et le design d'espace, vraiment le double mélange, comment tu fais pour éviter les erreurs? Parce que même s'il y a le goût personnel, on est aussi là des fois pour plaire au plus grand nombre et pas plaire juste à soi. Mmh. Donc voilà, quels seraient toi les grands concepts pour un bel espace avec des bons produits, qu'ils soient chers, pas chers? Quels sont les grands concepts à respecter pour vraiment éviter de faire un espace de merde? C'est Disons-le intéressant comme parce que en fait, finalement, en me posant cette question-là, tu te places presque dans le rôle d'un client qui a besoin de faire ça, finalement. Donc c'est intéressant. Là, tu peux finalement, amener, beaucoup de réponses à des gens qui chercheraient à répondre à ces questions-là. Donc je vais essayer Je te le fais, je te le fais, regarde, je d'apporter suis client, regarde. des Et réponses, monsieur Cercy, j'ai des bureaux. Donc en fait, j'ai 2 espaces. bien J'ai un sûr. espace de vente où j'accueille des clients et j'ai un espace bureau où j'accueille, d'autres clients un peu plus privés, tu vois? On est plus en deal. Moi, j'adore la chasse, donc j'ai bien compris que fallait peut-être éviter, je pense, j'ai le pressentiment que si c'est bien chez moi, c'est peut-être pas idéal dans mes locaux. Mais j'ai aucun goût. Voilà, j'ai pas de je vois pas comment aller. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour, Bah, tout d'abord, je vous félicite d'admettre que vous ne savez pas le faire. C'est déjà quelque Merci. chose qui manque beaucoup aux gens. En général, c'est cette espèce d'humilité de se dire: «OK, je sais pas faire, donc je me demande conseil». Donc déjà, je vous félicite pour ça. Et plus sérieusement, je vais effectivement répondre à c'est cool parce que ce que tu me poses comme question là peut me permettre de répondre aussi à ta question précédente. Je réponds toujours un peu à retardement, tu vois? J'ai besoin Ah mais ouais, d'un vas-y. temps pour structurer mes arguments. Donc, tu vois, ta question sur quel est le minimum à avoir, quels sont les 5 trucs, qu'il faudrait Ah avoir mais chez voilà, soi, c'est en minimum. Mais ça me permet de répondre à tout ça, donc c'est intéressant. Donc je me place dans ce cas de figure. Je pense effectivement que déjà, la première chose, la première grande règle, je dirais, c'est d'essayer de faire des choses simples. Alors, le mot épuré, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'il veut un peu tout et rien dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde te dirait ça. Tu vois, tu verrais ça chez Valérie Damido, elle te dirait il faut que ça soit épuré, machin. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il faut pas en mettre des tonnes. Il faut que ce soit lisible. Il faut que quand on arrive dans ton espace pro, si c'est un espace pro, quand j'arrive, je sais dire, OK, là, il y a ci, là, il y a ça, là, il y a ça. Là, il y a une banque d'accueil, là, il y a une petite surface d'attente, là, il y a un endroit où j'ai quelques prospectus. Tu vois, il faut que chaque fonction qu'amène ton espace soit clairement lisible et définie, souvent par du volume, de la couleur, tu vois. Donc ça peut être vraiment des gros jeux des gros jeux de volume, pardon, un peu comme des pièces de Tetris, tu vois, que tu aurais placées, etc. Il faut que ce soit super lisible. C'est-à-dire que vraiment, si tu arrives en coup de vent, enfin, imagine, tu arrives en courant, tu as besoin d'aller tout de suite au truc, tu vois. Il donc faut tu que, voilà, il faut que tu vois, là, ça rejoint un peu le design graphique parce que c'est pareil, la signalétique et tout. Si tu exactement. as besoin d'aller aux toilettes, il faut que tu les trouves tout de suite, les toilettes. Bon, ouais, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu as besoin de trouver dans un espace qui peut être très grand, ça peut être un aéroport, comment tu vas te repérer? Tu as la signalétique, mais tu as aussi, je pense, l'espace, la façon dont il est conçu. C'est que si tu veux aller dans un truc qui est très important pour l'espace, par exemple, tu vois, l'accueil, si l'accueil, c'est une pauvre porte avec un tout petit comptoir ridicule, ça n'a pas de sens finalement. Tu vois, tu vas pas le trouver, tu vas pas le localiser. Même ton cerveau va te dire, attends, c'est pas ça l'accueil. L'accueil, ça ressemble pas à ça un accueil. Donc, je pense qu'une fonction, elle doit représenter aussi finalement ce qu'elle est. C'est-à-dire que si tu as besoin d'accueillir les gens, faut que ce soit vaste, faut que tu aies de la place, faut que tu aies de la lumière, faut que ça donne envie d'y aller. Faut que si tu dois t'installer parce que tu as un petit peu d'attente, il faut que tu aies envie d'y aller. Tu vois, si pareil, t'as deux chaises branlantes, il y en a une, il manque un accoudoir, etc. Limite, tu vas pas t'asseoir, tu vas te dire, ah, c'est pas grave, je reste debout, tu vois. Alors que si c'est un beau fauteuil qui t'invite à t'asseoir, tu dis, tiens, c'est même des fois des plus beaux fauteuils que chez toi, tu te dis, tiens, c'est des beaux fauteuils, je vais en profiter, C'est souvent c'est fait vrai. pour, C'est je vrai, vais m'y c'est mettre, quoi. souvent ça.
Donc, tu vois, c'est aussi goûter au plaisir d'être dans un fauteuil qui coûte peut-être plus cher que ce que tu peux te permettre de t'offrir. Donc, voilà. Donc, tu vois, je pense qu'un bon espace, il doit inviter les gens, parce que s'il est public en tout cas, il doit inviter les gens, il doit te donner envie d'y aller, il doit te faire comprendre tout de suite comment il fonctionne. Et je pense qu'en plus, si possible, en petit bonus, il doit être agréable à vivre, quoi. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit qui est bien éclairé, avec une belle lumière, tu vois, tu as des belles couleurs, tu as de la belle matière, ton œil définit tout de suite ce que tu as autour de toi sans que tu doives te dire « Ah putain, attends, ah oui, là, en dessous, sous ce tas de bordel, là, il y a un truc, en fait. » Tu vois, si c'est bien rangé, que c'est lisible, qu'il n'y en a pas trop, et c'est ça que j'appelle la simplicité, voilà, c'est simple, pas pauvre. Il faut pas confondre les deux. Pas pauvre, simple. Parce que des fois, il y a des gens qui disent c'est simple, mais il n'y a rien. Enfin, tu vois, c'est un peu maladroit, c'est vraiment vide, ça résonne, tu vois. Je pense que il faut pas confondre pauvreté et simplicité, mais la simplicité, quand elle est bien en œuvre, voilà, il y a une petite surface d'attente, tu sais qu'il y a rarement plus de 2-3 personnes, bon bah tu mets 2-3 fauteuils, t'en mets pas 25, tu vois. Il faut que ça soit cohérent Et avec c'est là aussi, alors du coup, la vie si de on l'espace. rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si en plus on en met moins, le peu qu'on met, c'est là que c'est intéressant qu'il ait du caractère Et t'en et mets une mieux. vraie Attends, personnalité. moins mais mieux, Voilà. hein, c'est ça, Moins mais cette mieux, notion-là. voilà, il y a un canapé, mais quel canapé? C'est ça, Et c'est un beau canapé effectivement, et c'est une et, belle et, référence. et j'ai envie d'y aller parce que comme tu as dit, il est peut-être un peu plus que chez moi. Il invite à s'y mettre. Et attends, je me permets juste une dernière chose là-dessus. Je me permets de répondre du coup à la question précédente, de se dire, ok, qu'est-ce qui serait un peu un minimum si on devait en définir un? Je dis bien si on devait en définir un, parce qu'évidemment, il n'y en a pas. Mais si tu devais avoir un minimum chez toi, et quelles sont les pièces un petit peu à target pour commencer à s'équiper? Je pense que l'éclairage, t'en parlais, c'est intéressant. Une ou deux belles lampes, c'est toujours très bien. Éventuellement, peut-être des choses différentes. Un beau petit lampadaire, une belle petite lampe à poser. Éventuellement, soyons fous, une belle petite suspension. Tout de suite, ça a de la gueule. Éventuellement, des chaises, il n'y en a pas 15 000 dans la pièce. Hein, t'as rarement 20 chaises chez toi, encore une fois, sauf si t'es dans un château. Donc, des chaises, tu sais que 3, 4. Par exemple, si t'en as autour d'une table ronde, 3, ça peut suffire. Même si t'en as besoin d'en rapporter en plus quand il y a un repas, quand il n'y a personne chez toi, t'en fous. En général, voilà, 3, ça peut suffire. Donc déjà, si tu te dis une ou deux belles chaises, enfin, une ou deux, 3, 4, peu importe, c'est pas mal. Une chaise, ça peut avoir un très bel effet si tu prends une belle chaise. Le canapé, en général, c'est une grosse masse aussi. Donc c'est vrai que si ton canapé, il est merdique, souvent, il occupe une telle surface qu'il occupe du coup un gros pourcentage, je dirais, du style. Donc le canapé Il faut aussi, pas se rater. faut se méfier un peu du Ouais, canapé. Voilà, la table. c'est une grosse masse. La table, je pense que tu peux faire un peu ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui, tu peux la couvrir avec des nappes, des choses un peu. Tu peux mettre en scène une table qui est pas hyper intéressante. La table, je pense pas que ce soit la première prio. Pour moi, la chaise, c'est hyper visible. Le luminaire, parce que si ça pend et que c'est moche, voilà, une ampoule qui pendouille, c'est moche. Une lampe, tu vois, dégueulasse en pot de machin, tu vois, bon, il faut se méfier, ça peut être sympa, mais voilà. Disons que en général, c'est pas ouf. Donc, c'est un peu ces choses que tu vois en premier, les choses qui attirent tout de suite ton attention. Et je pense qu'effectivement, raisonner en volume, c'est-à-dire en se disant, ok, tu vois, tu vas peut-être pas aller changer la petite boîte à bijoux que tu poses dans un coin en premier. Tu vois, tu te dis, ok, j'ai 2 meubles. Bon, bah, je sais que dans ma pièce, j'ai 2 gros meubles. Peut-être que je peux commencer avec ces meubles-là, le canapé, un peu d'éclairage, éventuellement les chaises. C'est-à-dire que ça peut déjà tout transformer, tout transformer. Donc, Ok. je pense que s'il y a un minimum, ça peut être ça. En tout cas, pensez aux grosses pièces, faites attention aux grosses pièces qui prennent beaucoup de place, comme le canapé. Éventuellement, mettre un peu de textile au sol, comme du tapis, ça peut tout de suite symboliser un espace, ça peut tout de suite ajouter une qualité à Créer de l'intérieur. l'espace Donc, dans l'espace, c'est ça voilà. la Donc, règle. mais je pense que les chaises aussi, c'est vrai que ça donne tout de suite un bel effet. Une chaise, ça attire vraiment l'œil. C'est un truc avec des pattes. C'est un truc qui est un petit peu organique, une chaise. Donc je pense que très vite, ton œil, il est attiré. Et puis finalement, une chaise, ça définit un petit peu où chez qui t'es. Quand tu arrives, tu vois. Tu sais pourquoi je pense que ça Tu vois marche qui la tu es. chaise? J'ai réfléchi à pourquoi ça marche la chaise. Vas-y, C'est parce que dis-moi. tu vois, il y a plein d'objets. Ouais, Mais la chaise ou le canapé, c'est vrai que le canapé ça marche très bien aussi. En fait, c'est des objets quand tu rentres dans la pièce où tu sais que tu peux avoir une interaction rapide avec. bien sûr. Potentiellement, tu vas Tu t'asseoir. t'assois et tout de suite, Tu tu vas... sais comment aller. Une lampe, si elle n'est pas allumée, d'ailleurs, une lampe, si elle n'est pas allumée, tu la regardes pas vraiment. C'est Parce sûr. que tu vois ce que je veux dire. C'est Et tu très vois, intéressant. une table, c'est pareil, tu vois, tu peux ne pas l'avoir tout de suite parce que tu vois, tu vas pas forcément te mettre à table ou tu vois, une commode, un truc comme ça. Tu vois, à moins d'aller mettre tes mains dedans, des fois tu t'en rends pas compte. Alors que la chaise, tu te poses la question, ouais, je vais m'asseoir où, tu vois, où est-ce que je vais m'asseoir? Et du coup, tu sais que c'est un peu le focus initial, quoi. Bien sûr, donc c'est C'est vrai que comme tu dis, tu peux avoir une interaction très rapide. Et je pense que justement, c'est intéressant ce que tu dis, je fais juste une petite digression, c'est que justement, comme tu dis, la lampe, si tu l'allumes pas, tu peux pas trop la jauger, etc. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne,
allumez vos lampes. Non, non, éclairez justement plutôt au niveau de l'écologie. Non, mais disons, quand vous achetez une lampe, vous choisissez un éclairage, et ben choisissez éventuellement un truc qui est beau, même éteint. Voilà, ça peut être intéressant. Et comme ça, tu sais que ça reste une qualité, même éteint, c'est une qualité intéressante, visuellement. Ok. Donc voilà, en tout cas, je sais pas si j'ai répondu à ta question par Ouais, rapport bien à un sûr, pro bien qui sûr. chercherait du matos. Tu vois, c'est que ce soit Alors lisible, d'ailleurs, confortable le et petit, agréable. parce que là, du coup, ça c'est vrai pour le design d'espace, parce qu'on a aussi, on est un peu entre les deux, entre le design d'espace et le design produit. Euh, donc c'est vrai que pour les pros, tout particulièrement, c'est vrai que des fois, investir un peu dans du design, ça peut être une plus-value, dans le sens Ah où oui, ça absolument, peut améliorer l'image de marque réellement. complètement. Encore une fois, ça peut dépendre les business, c'est pas forcément nécessaire. Plus on a une clientèle aisée, plus c'est valorisant. Mhm. Pour une clientèle plus normale, entre guillemets, du quotidien, ça peut quand même avoir un intérêt parce que ça peut créer un petit effet coup de cœur, ou alors apporter au moins, si on pense que, par exemple, je pense, tu me dis ce que tu en penses, si on a une clientèle qui n'est pas forcément éduquée au design, peut-être jouer vraiment sur la notion visuelle de confort. Effectivement, Bien même dans sûr, les canapés, il y a des canapés qui vont être très droits, très, tu sais, un peu froids. Et qui puis, il y a t'invite pas, ouais. t'invites pas, il y a des canapés qui sont vraiment voluptueux, quand on peut le dire comme ça, Ouais, et qui vraiment, tu as l'impression d'être sur un petit nuage. Donc, c'est vrai que selon l'espace de vente, créer un espace où tu vas attirer les gens pour s'asseoir, rester, créer de la conversation, voilà, je sais pas, même je pense à des conneries comme des opticiens, tu sais, où souvent tu t'installes, tu restes là un moment. Ça peut être intéressant. Alors qu'il y a peut-être des endroits où tu préfères mettre une astuce pas très invitante parce que tu préfères que les gens circulent, quoi. Tiens, t'en as besoin, il faut qu'il y en ait un. absolument. Mais tu vois, donc il y a quand même des choix, effectivement, selon Je... comment on veut que les gens circulent dans l'espace, plus ou moins les arrêter. Il y a Mais comme cette ça notion-là, quoi. m'amène à quelque chose d'intéressant parce que, en fait, justement, je pense que ça peut être effectivement très bénéfique pour du business, pour de l'entreprise, pour des locaux dans lesquels tu accueilles du public. Et je pense que je peux répondre à ça justement par l'inverse. Moi, je vais des fois dans des cabinets de médecins où vraiment les chaises, mais elles sont lamentables. C'est-à-dire que vraiment, tu n'es pas du tout attendu. T'as l'impression de ne pas être attendu. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, OK, je dérange ou quoi quand j'arrive dans le truc? Parce que tu arrives dans une salle d'attente où tu connais un peu les salaires des médecins, les radiologues. Je peux même te parler d'un radiologue chez qui c'est vraiment mais, à la limite d'être décent, tu vois. Tu te dis, merde, je sais à peu près ce que tu gagnes. Tu te fous de ma gueule en fait en m'accueillant pas avec le minimum de ce que tu es capable de proposer. Donc je pense que effectivement ça peut même vachement nuire à du business que d'avoir un endroit qui est pas du Ouais, donc tout c'est vrai qu'il y a un curseur. C'est-à-dire pas qu'on du peut être tout dans une moyenne où il se passe rien. Je oui, remarque pas que l'espace est bon, je remarque pas qu'il est mauvais. voilà, oui, S'il est bon, ouais. ça peut être bénéfique pour l'image de marque. Par contre, ça peut être rapidement Ah bah, catastrophique, ça peut quoi. être Voilà. très catastrophique si tu effectivement si tu fais pas le minimum syndical ou en tout cas en plus ce qu'on pourrait attendre notamment de certaines professions parce que je pense que tu peux pas exiger tout de tout le monde mais tu as certaines professions où je pense que quand t'as pas le minimum tu passes un peu pour, pour un gland quoi je trouve que C'est c'est vrai, pas alors top. je trouve que c'est vrai, Faut j'ai se déjà méfier de eu ça cette hein. réflexion assez souvent, je me rends compte dans les restaurants. Ouais, Il y a rien de plus chiant qu'avoir une mauvaise chaise dans un resto. Tu sais que tu es là pour passer 1 heure et demie, ouais 2 heures ça peut parfois, être un mauvais moment tu hein. vois? Ça peut être un mauvais moment Et c'est vrai que tu te dis: «Ah moi ça m'est déjà arrivé juste sur la terrasse, dire: "Ah non, je m'assois pas là-dessus"». Enfin, ouais ouais tu sais, tu te dis comme bah ça tant pis genre, on va à ah, l'intérieur. tu sais, je suis avec ma mère, je sais qu'elle a mal au dos, machin, vas-y laisse tomber, ça on va aller là-bas là. Je dis tant pis, on va chez McDo, il y aura du IMSS, ce sera bien. Non, mais tu vois, je te dirais même par rapport à ce que tu disais, tu parlais d'un opticien, etc. Je pense que c'est super dépendant de la fonction de l'espace et de comment tu reçois les gens, avec quel rythme, etc. Tu vois, je te dirais que, on parlait de canapé, je pense que tous les espaces publics d'attente sont pas faits pour recevoir un canapé. Parce qu'un canapé, fatalement, ça veut dire que tu as 3 places côte à côte et t'as pas forcément envie de t'asseoir à côté de quelqu'un que tu connais pas. Ah dans C'est une salle pas, d'attente, tu mettrais pas 3 canapés, quoi. je pense que ce serait pas une très bonne idée. À moins Bien que sûr. tu aies les gens un par un qui arrivent ou deux par deux, et des fois ils sont accompagnés. Donc tu vois, ça peut se discuter. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'il faut juste analyser le pourquoi du comment tu reçois du public. Parce que Bien si sûr. tu reçois des familles, bah, c'est bien des canapés, les gens sont proches, ça marche. Si tu reçois des gens qui sont plutôt isolés, qui viennent un par un et tout, je pense que mettre des canapés, ça peut être une connerie parce que tu empêches les gens d'être à l'aise parce qu'ils sont obligés de se mettre côte à côte, ce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Tout le monde sent pas forcément très bon, tout le monde, tu vois, t'es pas au goût de tout le monde, il faut pas l'oublier. Ce que tu dis est tellement vrai que je Tu vois réalise que je me suis trompé parce que j'ai pensé à mon opticien parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et ouais. c'était des fauteuils, ce n'était pas des canapés. Il y a des Souvent, petits fauteuils il y légers. a, il y a une relation d'individualité qui est logique sur du mobilier Du dans coup là, cette figure. ça me fait tout de suite rebondir sur le fait que du coup, ça va vite de faire des erreurs. Ça va très Ça va vite quand de même faire vite des de erreurs. faire Ouais, des erreurs. C'est-à-dire qu'on veut bien faire, ça va on très se vite. trompe. Donc là, en pagaille un peu, j'ai envie de te dire, alors, on a bien compris que chez les gens, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils veulent. Il y Voilà, aura pas tout est c'est-à-dire que permis, dans l'absolu, tout est permis. disons que
dans l'absolu, dans le privé, tout est permis. Et surtout, disons que les erreurs ne feront pas bien mal. Les erreurs ne feront pas bien mal. Au pire, ça t'emmerde toi et Vite, tu éventuellement passeras pour un con, mais au a priori, pire. c'est pas très grave. Et donc, si vraiment tu en as l'envie, tu peux passer par un designer d'espace. Ouais. Maintenant, j'ai envie de te dire, même ça peut passer, si tu as un cas client, une anecdote, entre guillemets. Aujourd'hui, une entreprise qui vient te voir, pourquoi elle ne le fait pas elle-même? Pourquoi toi, tu es pertinent? Et en sous-texte, comment tu peux conseiller quelqu'un qui peut pas ou qui ne veut pas passer par un designer d'espace pour plein de raisons? Est-ce que tu as des conseils à lui apporter? Genre, voilà, tu as un espace là tu as une entreprise, tu as des locaux, tu accueilles de la clientèle ou pas, tu as peut-être juste des bureaux pour tes équipes et tu as envie qu'ils soient bien. C'est quoi les quelques conseils que tu peux donner à n'importe qui? Demain, il va aller au boulot, il va regarder sa pièce, il va se dire, OK, quelles sont les 3 erreurs que je peux décrypter, vite corriger, peut-être même juste en déplaçant, sans rien racheter, sans Bien sûr, rien. oui, mais justement, Voilà. ça s'appelle le home Voilà. staging. Tu peux Voilà. effectivement déjà faire de grandes choses en ne rachetant rien, juste en plaçant, comment dirais-je, avec merde, je trouve pas mon mot, mais tu vois, en plaçant intelligemment les éléments, tu peux déjà améliorer grandement la qualité d'un espace. Bien sûr. Alors, est-ce que du coup, tu as des petits conseils, voilà, un peu comme ça que tout le monde peut aborder, et un peu après, quelles sont les limites et quelles sont les erreurs communes peut-être que tu as vues aussi, hein, tu vois, de personnes qui ont voulu bien faire, Bien sûr. Et en fait, c'était une bonne intuition, mais mal réalisée. Bien sûr. Et après, peut-être un peu expliquer pourquoi finalement on finit par faire appel à toi, alors qu'on pourrait se dire qu'avec un peu de bon sens et de réflexion, n'importe qui peut quand même faire quelque chose de décent. Je pense que ce que tu dis en plus c'est vrai. C'est-à-dire que je pense qu'avec un peu de bon sens, tout le monde peut faire quelque chose. Après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment pas l'esprit pour ça, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, tu vois, typiquement, je suis pas un homme de chiffres. Je sais que il faut pas trop m'en demander à ce niveau-là. Je pense que je pourrais faire un effort sur moi-même et me dire, ok, vas-y, je me focus dessus. Dans un an, je serai bon avec les chiffres. Je peux. Ça ne m'intéresse pas, donc je demande pas non plus à tout le monde de s'intéresser à ça. Aussi, quoi. Donc déjà, je trouve que les gens qui font la démarche de venir chez quelqu'un qui est habilité à les conseiller, c'est déjà une belle preuve d'humilité, comme je le disais tout à l'heure, de se dire, ok, je reconnais que je sais pas faire, mais j'en ai besoin. Je reconnais, c'est que j'en ai besoin. Donc c'est une preuve de lucidité déjà, je pense, sans vouloir me la raconter. C'est une preuve de lucidité si tu viens me voir. En tout cas, si on arrive à faire quelque chose de mieux que ce que la personne proposait. En général, c'est le cas. Et donc, si tu veux, j'allais dire qu'il y a des conseils de base, mais encore une fois, ça dépend de plein de cas de figure. Je vais essayer de te reprendre des arguments de choses que j'ai déjà pu voir, des expériences, des retours d'expérience, etc. Je me permettais juste de revenir 2 secondes en arrière, oui, parce que tu disais que chez soi, je reviens du tu vois, je te dis, je réponds toujours un petit peu en décalé aux questions. Mais tu parlais du fait que chez soi, c'est pas toujours des problèmes de faire des erreurs, etc. Et j'en conviens. Hein, moi, je suis le premier à dire ça. Je pense que plein de confrères seraient pas d'accord avec moi que de dire que c'est pas grave, que chez toi c'est pas génial. Tu vois, je pense que moi, encore une fois, il faut essayer de faire un truc qui est vivable. Voilà, c'est un peu le maître mot. Et si c'est top, tant mieux, tu vois. Et je pense que tu peux aller vers le top progressivement en te cultivant, etc. Mais comme tu dis, je pense que venir chez nous, ça vient souvent déjà d'une envie. Et donc, c'est rarement parce que c'est de la pure fonction. Genre, je veux que ce soit fonctionnellement top. Et c'est pour ça que je viens vous voir. Souvent, c'est parce qu'il y a quand même cette envie d'avoir un espace un petit peu différent des autres, d'avoir un truc qui est un petit peu plus mémorable. Tu vois, quand tu vas, je sais pas, je dis encore une fois, je prends des médecins, tu vas dans 2 cabinets différents, et ben il y en a un, tu vas plus t'en souvenir que l'autre parce que tu as été bien accueilli, il y avait une belle mise en scène, une belle mise en espace. Il y avait vraiment quelque chose. Donc tu as peut-être plus envie d'y retourner. Hein. Pourtant, c'est pas du business techniquement, c'est pas de la vente. Hein, tu vois, t'es pas censé séduire non plus quand tu vas chez le médecin, mais si au moins tu te sens accueilli, mais il y a une image de marque aussi, il y a aussi une réputation, une image. Voilà, tout ça. Voilà, évidemment, ça va plus loin que juste le paraître. Mais donc du coup, pour répondre à cette question que tu me poses, je pense que il faut pas grand-chose. Moi, je définis l'architecture d'intérieur par 3 choses hyper importantes. C'est les volumes, la matière et la lumière. Donc c'est-à-dire que déjà, si tu travailles ces 3 axes-là, c'est-à-dire le volume de la pièce, est-ce que tu vas faire une retombée de plafond, est-ce que tu vas faire un petit volume dans lequel tu vas intégrer du rangement, etc. Comment tu vas utiliser la volumétrie de ton espace pour en faire quelque chose de fonctionnel. Donc déjà le volume, première chose. Ensuite, la matière, c'est-à-dire comment tu vas traiter finalement le sol, les murs, le plafond. Est-ce que tu as un carrelage au mur? Est-ce que tu as un carrelage au sol? Est-ce que tu as du parquet? Est-ce que tu as du drapé? Tu vois, on parlait tout à l'heure de textile, du tapis. Comment tu vas traiter les matières? Et donc, de surcroît, les couleurs, si tu veux, hein, ça en découle un petit peu, parce que c'est aussi très important la couleur. Et enfin, la lumière, comment t'éclaires tout ça? Parce que comme je le disais un tout petit peu plus tôt, si tu fais un super projet, mais qu'il est très mal éclairé, avec des éclairages hyper blancs, hyper puissants, qui t'aveuglent, un peu comme dans une boucherie, tu vois, ou dans un hôpital, un truc qui tabasse,
tu peux flinguer tout le projet qui peut être pourtant bon, tu vois. Donc, je pense que c'est ces 3 focus-là qu'il faut faire. C'est vraiment le volume, la matière, la lumière. Et je pense que des conneries qu'il faudrait pas faire, par exemple, justement, je parlais d'éclairage trop blanc, trop puissant. Tout dépend de ce qu'on fait. Tu vois, si t'es dans une cuisine, t'as besoin de voir parce que tu peux pas te couper les doigts, tu vois, pendant que tu cuisines. Je pense que la lumière, c'est important d'en avoir de la puissante et éventuellement pas trop jaune parce que plus c'est jaune, moins ton œil il distingue vraiment bien les éléments. Donc je pense que dans la cuisine, c'est peut-être le seul endroit où tu peux te permettre d'être un peu plus blanc que dans un salon, tu vois, ou même une surface d'attente d'un commerce. Donc, je pense que la lumière, déjà, première chose à pas faire, du trop puissant, du trop blanc. Première chose. Ensuite, je pense que dans les couleurs que tu ramènes, en général, les gens qui savent pas trop faire, ils se disent on va mettre un peu de couleur. Et pour eux, la couleur pour eux, c'est quelque chose d'un peu foufou. On met de la couleur d'habitude, on n'en met pas, mais là, on va en mettre, tu vois. Donc, ils ramènent de la couleur. Et souvent, la couleur qu'ils ramènent, mais je te le donne en mille, c'est souvent du rouge. Et j'en ai déjà parlé en vidéo sur ma chaîne YouTube, justement, que le rouge, c'est vraiment pas la couleur, en tout cas, à manier, je dirais, sans précaution. Parce que je dis pas que tu peux pas faire des trucs de ouf avec du rouge, mais en vrai, c'est une couleur qui est super dangereuse parce qu'elle peut donner tout de suite un effet super agressif, tu vois. C'est une couleur qui tape à l'œil, ça a un impact visuel super puissant et ça peut être vraiment agressif. Tu peux même te sentir un peu oppressé dans une pièce où il y a du rouge un peu puissant. Donc je pense que le rouge, quand tu te dis on va faire un truc un peu foufou, on va mettre du rouge, erreur, tu vois. Pour moi, il y a d'autres couleurs à mettre bien avant le rouge, tu vois. Donc je pense que pareil, si tu fais un choix de couleur, essayez plutôt d'aller vers des petites choses un peu plus naturelles. Moi, je pense que si tu veux pas te tromper, vraiment, tu veux essayer d'avoir une petite direction artistique simple, tu te rapproches de ce qui est naturel. Tu vois, tu vas aller chercher des verts, des lins, éventuellement même des marrons, des muscades, des teintes qui rappellent un peu la végétation, la nature, l'arbre, le tronc, même de la roche, tu vois, ça peut être un gris légèrement beige, qu'on appelle grège. Tu vois, tu peux aller te prendre des références dans la nature. Parce que ton œil, depuis la nuit des temps, est habitué à ça. Donc, si tu retrouves ces teintes-là, d'office, tu t'y sentiras bien. Donc, ça peut déjà être une très belle petite piste pour faire une direction artistique qui est ni trop compliquée, ni trop loufoque, tu vois, avant d'aller péter un orange fluo, avant d'aller péter, tu vois, du vert british. Je pense que si tu vas chercher des tons naturels, déjà, tu te gourres pas, en général. Aussi, on dit en général pas plus de 3 couleurs. Hein, c'est une petite règle de base, pas plus de 3 couleurs, parce que si tu commences à mettre un mur rose, un mur jaune, un mur vert, un mur orange, et ça peut être une direction artistique. Je dis pas qu'il faut jamais le faire. Je dis que si tu fais ça, t'as intérêt à savoir ce que tu fais, tu vois. Ah ouais, si t'es pas équipé pour manier ces concepts-là, reste voilà, tranquille. En général, reste tranquille, voilà. Bon, donc ça veut dire pas plus de 3 couleurs, c'est déjà aussi un petit dog que tu peux respecter. J'ai même envie de dire pas plus de 2. 2, c'est déjà très bien. Donc finalement, et puis si tu peux aussi aller chercher des couleurs, si tu mets 2 couleurs ensemble, essaie d'aller les trouver dans une logique, comme de la complémentarité de la couleur. Alors ça, c'est des petites notions qui sont déjà un petit peu plus avancées, mais tu tapes sur Google couleurs complémentaires, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, et donc rien que ça, tu peux aller chercher des couleurs qui vont vraiment bien aller ensemble, ton cerveau il va être calibré pour trouver ça agréable, et voilà, c'est déjà des bonnes petites choses à faire. Donc on a parlé de la lumière, on a parlé de la couleur et de la matière. Je pense que maintenant le volume c'est important. Encore une fois, c'est se dire ok, comment je vais orchestrer le volume. Tu parlais tout à l'heure de circulation, pouvoir passer, etc. Et donc dans le home staging, tu vois, le fait de pas racheter les meubles mais juste de les replacer, créer des circulations, mais des vraies circulations où t'es pas obligé de passer en biais, etc. Il faut vraiment que tu puisses passer, que tu te sentes libre, que si tu croises quelqu'un, tu te rentres pas dedans. La circulation, c'est hyper important. Et donc pour créer des circulations, il faut créer des espaces très définis. C'est-à-dire que si tu as, encore une fois, on reprend le cas d'un pro, tu as une surface de vente, une surface d'attente, une surface de rendez-vous, une surface de coup de téléphone, enfin j'en sais rien, et ben définissez très clairement ces choses-là. Vraiment un endroit où on voit très bien que c'est là qu'on attend, un endroit où on voit très bien que c'est là qu'on fait du business, tu vois, avec un bureau, une petite lampe qui éclaire, tout ça. Soyez très clair dans ce que vous faites, dans le volume de votre espace. Et surtout, créer de la circulation, vraiment, c'est hyper important. Il faut que ce soit circulant, libre, aéré. Il faut qu'on respire, tu vois. Si tous les meubles, ils sont côte à côte... c'est marrant parce que plus tu parles, plus je réalise à quel point on design des choses différentes, mais qu'on a les mêmes problématiques. Mais évidemment, une marge, tu vois, un texte, un titre... c'est ça. Si je reprends le principe même d'une affiche, 100% des erreurs et 100% des conseils qui résolvent 90% des problèmes, c'est... bien hiérarchiser le texte, donc jouer avec les volumes, les marges, parce que 100% du temps, l'erreur numéro 1, c'est le texte, tous les textes sont collés aux bordures, collés de tout ça. Et c'est marrant parce que quand j'ai des fois des étudiants qui font des trucs terribles, je prends vraiment l'analogie du design d'espace. Je leur dis, regarde, imagine que tu te miniaturises, que
tu peux marcher sur ta feuille. Est-ce que Ok. là, tu as l'impression que tu peux passer entre tes deux paragraphes ou pas? Je veux que tu me fasses des Très couloirs, tu intéressant. vois. Il faut vraiment qu'on puisse marcher dans ta feuille, tu vois. Si tu étais tout petit, si tu étais vraiment un mini-moy dans ta page, là, tu peux même pas faire le tour de ta feuille. Il y a t'as mis du texte sur les côtés, tu vois. C'est C'est ça. marrant parce que du coup, c'est la même problématique. Donc ça peut être vrai pour des surfaces de vente, ça peut être vrai pour bien accueillir dans un bureau, ça peut être vrai bêtement, ne mettons pas pour des entreprises qui ne reçoivent pas de public, mais où, je sais pas, tu as une équipe de 20 personnes qui travaillent sur tu vois, des benches un peu énormes où on est des fois 4, 5, 6, 7 sur la même table, euh, pour créer un peu si tu voulais créer un peu de bien-être, là je parle pour des salariés, qu'est-ce que tu ferais comme ça spontanément, tu vois, pour que tes salariés se sentent mieux, euh, qu'ils aient des bureaux individuels ou bien qu'ils soient sur des gros benches, toi, pour que tu vois que rapidement ils puissent éventuellement avoir un mieux-être au travail, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme ça un peu à la volée, sachant que ça dépend de chaque Eh ben, entreprise bien alors, sûr, mais je vais te répondre tout de suite à ça, mais juste en reprenant enfin, quelques secondes ce que tu disais juste avant, parce que je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est pas pour rien effectivement que nos études elles ont un des troncs communs, tu vois, parce qu'effectivement designer une affiche, designer un produit et designer un espace, enfin concevoir, hein, disons-le en français, concevoir toutes ces choses-là, finalement relèvent d'à peu près les mêmes compétences. Et je pense qu'un designer, un designer graphique pourrait assez facilement se reconvertir en designer d'espace, éventuellement inversement, même s'il y a un peu de travail. Voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a un truc qui est clair, c'est que la nature a horreur du vide et que on a souvent ce besoin de combler, tu vois, le vide, on veut remplir. Et ça, je pense que c'est une véritable erreur, parce que tu me demandais un peu tout à l'heure quels étaient les grands conseils, tout ça. N'essayez pas de remplir le vide, de combler le vide. Tu vois, je vois que derrière toi, tu as un mur blanc, et ben, je suis content de voir ce mur blanc, parce que tu vois, très vite, tu peux vite avoir envie de mettre des gros tableaux, des machins. et Laissez. tu vois, Je dis pas que c'est pas bien de mettre des tableaux, j'ai hein, un petit mais mur bleu là, laissez. tu vois. Ouais, et t'as de la couleur. Non, mais t'as de la couleur, t'as de la Il y a belle chaise. C'est très bien. Tu vois, de ce que je vois chez toi, t'es ok, la t'es couleur bien. dans la bibliothèque là-bas là. Les volumes et tout, il y a de la circulation, c'est impeccable. Mais tu vois, il me fait plaisir ce mur blanc parce que voilà, t'as pas cherché à le remplir. Et je pense que ça, c'est un gros défaut que les gens ont en général, c'est cette volonté de remplir. Ah là, une petite place, là, bam, trop tard, on a mis un truc. Tu vois, je pense qu'il faut se méfier de ça. Et c'est pareil pour une affiche, t'as très bien dit. Pour que ce soit lisible, il faut pas que ce soit blindé de ouf où tu te dis putain, c'est indigeste. Il faut que tu puisses voir un petit peu comme on le disait tout à l'heure, tout de suite. Hop, ça c'est le titre, ça c'est le texte, ça c'est la photo, etc. Et on voit, il faut que ce soit clair et qu'il y ait de la place autour, que ce soit Bah, bien. je Ton t'ai posé cerveau, la il fasse question des au tout pauses, tu début. vois. Je t'ai posé la question au tout début, mais visiblement, ça semble être un peu la règle invariable d'un bon design, c'est de pas trop en mettre, de Mais bien sûr, less hiérarchiser, is de more, less respirer. is more, ouais, sur Voilà, la classique. faire le mieux avec Et le moins possible, bien sûr. voilà. Ok. Excuse-moi, mais pardon, excuse-moi parce que j'ai fait cette digression et tu m'avais posé une question juste avant qui m'échappe comme Euh, ça. Bonne question. Alors attends, je vais me Putain. tenter de la retrouver. Non, il me semble que je t'avais posé la question si voilà. Comment, sur la problématique de la qualité de vie d'une équipe Oui, salariée, pardon, ou, super. voilà, Ouais, qui éventuellement, voilà, voilà, ma problématique de patron, c'est j'ai beaucoup d'employés à mettre dans le même endroit. bien sûr. Comment je fais en sorte que, d'une part, éventuellement, ils puissent bien communiquer, bien échanger, circuler. On a bien compris que de toute façon, on peut imaginer déjà des couloirs pour bien circuler, on peut imaginer des choses comme ça avec Bien tout ce que sûr. tu as dit. Mais au-delà de ça, quand on imagine des espaces de ce type-là, on imagine des personnes qui vont être dans des petits espaces personnels, Bien sûr. petits espaces personnels dans un plus grand tout. Comment tu fais pour que voilà, tes équipes soient confortables? Qu'est-ce que tu ferais pour Ouais, essayer de leur c'est donner un petit intéressant. côté sympa? Alors, évidemment, pareil, c'est une question, c'est une réponse un peu générique que je fais parce que tout dépend de ce que tu fais, quel boulot, machin. Est-ce que c'est un boulot bruyant? Est-ce que c'est un boulot de téléphone? Est-ce que c'est un boulot où chacun a un casque et tout? Enfin, tu vois, ça peut être tellement de choses différentes. Mais si on fait un cas de figure, tu vois, open space, boulot, ordinateur, un coup de téléphone par-ci par-là, hein, on prend un cas de figure un peu basique. Je Classique, pense ouais. qu'effectivement, il y a quelques grands axes à respecter, à mon avis. Hein. C'est encore une fois l'éclairage, c'est important, toujours l'éclairage. Il faut que tu vois bien et il faut pas que ça t'aveugle, ça c'est une chose. L'ergonomie, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit bien installé. Donc tu vois là, j'ai presque envie de passer plus sur du mobilier. Payer des belles chaises et des bonnes chaises, enfin pas des belles chaises, des bonnes chaises à vos employés, tu vois. Genre vraiment, il faut que ce soit bien installé. Si tu veux bien travailler, commence par être bien installé, c'est une première chose. Et ça passe aussi par la table parce que si t'as une super chaise qui se règle pas en hauteur, par exemple, que c'est pas une chaise type bureau, tu vois, vraiment un truc office à 5 branches à roulette et tout. Si elle se règle pas en hauteur, eh ben faites gaffe à la différence entre la hauteur de votre chaise et la hauteur de votre table. Qu'on ait une vraie ergonomie, qu'on domine la feuille, qu'on soit ni trop haut ni trop bas. Il faut que ça c'est important. Tu vois. Essayez de vous mettre à la place d'un de vos employés. Tu t'assois à son poste. Est-ce que je suis bien? Et si ça va pas, si tu estimes que quelque chose ne va pas, que t'es trop bas, que t'es trop haut, etc. Même si tout le monde fait des tailles différentes, on va dire qu'il y a un standard. Eh ben travaille un peu ça, l'ergonomie. Je pense que c'est hyper important. Et autre chose qui pour moi, tu parles d'un open space, tu parles de collaborateurs, d'équipes, etc. Tout de suite, pour moi, ça fait naître une notion dans ma tête, c'est l'acoustique.
il faut que ce soit un endroit où l'acoustique soit bonne. Il faut que ça, c'est hyper négligé parce que ça coûte un peu de sous et tout, et que c'est pas forcément le premier truc auquel tu penses, mais putain, l'acoustique, c'est hyper important. Quand on parle, comment ça se comporte? Est-ce que ça résonne à mort? Est-ce que ça fait un brouhaha très vite dès qu'il y a plus de 3 personnes qui parlent? Je pense que aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui permettent de gérer l'acoustique sur des panneaux de plafond, sur des panneaux muraux, des petits systèmes, tu vois, un peu comme ce que j'ai derrière moi. Ça, c'est le truc des bourroulecs qui sont en feutre, qui permettent déjà de gérer un petit peu l'acoustique. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a une offre aujourd'hui phénoménale. Donc, ne négligez pas l'acoustique. Parce que franchement, 8 heures ou 7 heures dans une pièce où tu as une acoustique dégueulasse, tu deviens juste fou, quoi. Donc, je résume, pour moi, que ce soit bien éclairé. Donc, s'il n'y a pas de super la lumière naturelle, ça peut exister. Éclairer ça correctement avec des lumières pas trop fortes, pas trop peu fortes, parce que pareil, lire dans la pénombre ou dans un truc, c'est super cosy, mais tu t'arrives pas à lire, tu te pètes les yeux, c'est pas bon non plus. Donc, méfiez-vous de l'éclairage en fonction de l'utilité de la pièce. Donc, éclairage, l'acoustique, parce que vraiment, tu peux avoir une tête comme ça très rapidement si tu as une acoustique dégueulasse, et l'ergonomie, il faut qu'on soit bien installé, il faut qu'on s'oublie notre corps, il faut qu'on n'ait plus qu'à penser à ce qu'on est en train de faire au boulot, c'est mental, tu vois. Donc, si ton dos il te fait mal, machin, que toutes les 5 minutes, tu dois te dégourdir les jambes parce que tu es mal installé, c'est pas bon. Donc, ergonomie, éclairage, acoustique. Pour moi, là, c'est les 3. Et après, si tu peux faire un truc joli, de la plante et des machins, c'est tant mieux. Voilà, hein, tu peux en plus le bonus. C'est là que, bon, c'est peut-être pas forcément applicable facilement pour toutes les tailles d'équipe, mais si jamais, par exemple, on imagine une équipe entre 5 et 12, tu vois, 5 et 15, il y a du monde, mais ça reste acceptable. Bien sûr. C'est là qu'aussi, parce que la classique dans des open space ou des bureaux comme ça, c'est OK, j'appelle le premier fournisseur de bureautique là. Ouais. Et voilà que je te commande ça va chaises roulantes, les mêmes, tu sais, tressages à l'arrière. Ça peut être très bien, attention, ça peut être très bien. Bien sûr, non, mais ça fonctionne. Mais ce que je dis, c'est que là, je parle juste qu'on parle des équipes un peu du bien-être. Il peut y avoir un petit côté un peu usine, répétition. Catalogué, tu vois, un peu le truc, tu vois le bureau sur catalogue. Oui, l'uniformisation. Le blanc uniforme, très, qui manque un peu de chaleur, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que si la taille d'équipe le permet, bah, c'est vrai que là, pourquoi pas, comme on dit, avoir quelques chaises design, quelques chaises, pas forcément des grands titres, mais de se dire, OK, j'apporte un peu de couleur, un peu de diversité dans les assises ou quoi. Tu arrives dans un endroit où, OK, tu vois, il se passe quelque chose et c'est pas genre, OK, chacun... tu sais, le côté très standardisé, comme tu vas le dire, où toi-même, du coup, en tant que salarié, tu peux avoir l'impression d'être un peu vraiment de la ressource humaine, tu sais, très remplaçable. Là, tu as ton petit espace, tu vois, dans le grand tout, il y a un petit espace qui a été fait pour toi, tu vois. C'est peu de choses, mais et tu vois, même si tu as une seule référence de chaise, tu vois, si tu en prends 3-4 couleurs et puis tu sais que tu alternes un peu, c'est la même chaise, tu vois, c'est exactement la même, mais c'est pas tout le même coloris, tout le même truc, tu vois, ça peut créer un peu de diversité visuelle et donner un petit côté un peu plus comme à la maison. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être à la maison quand on bosse, mais on peut rendre les choses un peu plus agréables. Bien sûr, j'ai juste envie de te dire, si vous avez le luxe de choisir, choisissez bien, tout simplement. Voilà, effectivement, tu peux faire des petites variations de couleurs, tu peux amener un petit peu de fun et j'ai envie même de dire de confort visuel avec des petites choses simples comme de la couleur. Tu parlais de couleur. Je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans des trucs trop extravagants parce qu'on parle de la notion de se lasser, tu vois. Je pense que c'est pas très très grave au travail, mais je pense que plus tu vas vers des trucs trop extrêmes, plus ça peut être bancal assez rapidement dans le temps. Donc je pense effectivement des produits qui sont pas horribles visuellement. Je pense qu'en général, même si c'est un peu subjectif, on est tous d'accord sur certains canons de beauté. Il y a des choses qui sont dégueulasses, il y a des choses qui sont assez vite beaux, des choses qui sont assez vite belles pour tout le monde. Donc il faut essayer de bien choisir les produits si vous avez le luxe de pouvoir choisir parce qu'ils ont un peu de budget et tout ça. Et éventuellement, voilà, des choses qui peuvent avoir un peu de gueule. Et je pense que là, nous, c'est là qu'on peut vous conseiller. Parce que nous, tu me demandes après, en tant que pro, voilà, qu'est-ce que je peux acheter comme chaise. Aujourd'hui, des chaises tertiaires, hein, donc vraiment des trucs qui sont pas faits pour être super beaux et tout, mais qu'on a quand même un peu peaufiné avec un petit coup de crayon et tout, bah, je t'en sors des dizaines, quoi. Donc, tout dépend de ce que tu veux, du budget, du pourquoi, c'est comment ça va s'orchestrer dans la pièce. Donc, Ok. oui, si tu as le luxe de choisir, choisis bien. C'est ce que je peux te dire. Voilà. Tu as donné pas mal de bons conseils. Donc là, les gens, je pense qu'ils peuvent un peu demain arriver au taf ou arriver chez eux se dire ok, ah ouais, ça je peux le changer, ça je peux peut-être faire un petit truc de mieux. Maintenant, tu as dit aussi qu'il y avait pas mal de choses sur lesquelles il y a des pentes dangereuses sur lesquelles il peut être difficile de s'aventurer C'est sûr. avant de tomber dans le kitsch, l'erreur, l'horrible, osons le terme. Peut-être même des fois manquer d'imagination, mais pour le coup, il y a quand même des connaissances à avoir. Tu parlais par exemple, tout à l'heure d'acoustique. Tu vois, moi, j'ai un petit peu une petite éducation quand même à tout ça. J'aurais jamais pensé à ça. Et encore moins, même si je m'étais posé la question, j'ai pas forcément non plus les solutions. C'est-à-dire que à certains problèmes
je peux chercher peut-être des solutions, toi tu les as. Est-ce On qu'aujourd'hui c'est essaye. ça, toi, ta plus-value? Est-ce que c'est aujourd'hui de pouvoir conseiller rapidement, facilement? Est-ce que c'est pour ça que les gens viennent te voir majoritairement? Est-ce que c'est pour ça Oui. qu'ils délèguent? Oh, je Et peux. aujourd'hui, Ouais. peut-être, est-ce que tu as un ou 2 vrais cas clients? Tu es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé et tu sais, comment tu as résolu la problématique, quoi? Bien sûr. Bah, Pour vraiment avoir un cas. je peux t'en citer. Je pense que, on va dire généralement en tout cas, je pense que si les gens viennent nous voir, c'est effectivement pour gagner du temps, parce qu'ils pourraient très bien commencer à acheter des catalogues, acheter des bouquins, se dire ok, je me plonge dedans, comment on fait, machin. Il y a plein de trucs qui te conseillent à droite à gauche. Hein. Je veux dire, t'es pas forcément obligé de trouver un humain. Si t'aimes pas le contact humain, par exemple, tu peux te débrouiller tout seul. Je pense que de la ressource, il y en a aujourd'hui à foison. Je pense que si tu viens me voir, c'est que tu veux gagner du temps, c'est que tu veux avoir un mec qui te dit ok, je te donne ma vision, on essaie de confronter nos deux visions, moi je veux ça, toi tu me proposes ça, comment on peut mixer les deux. Donc je pense que c'est avant tout un gain de temps effectivement, et de pas s'embêter, et puis d'avoir un dialogue, c'est toujours mieux que se démerder tout seul. Donc je pense que c'est la vraie plus-value, c'est que l'humain aime l'humain en général. Donc c'est pour ça que les gens viennent nous voir. Après, des cas clients où on a résolu des soucis, effectivement, il y en a quasiment tous les jours en fait finalement, parce que même quand on fait une simple vente, il est pas rare que quelqu'un veuille quelque chose de précis et qu'une fois qu'il nous explique pourquoi il veut ce truc-là, tu te rends compte que le besoin n'est pas du tout finalement solutionné avec l'achat de tel produit. Et ça peut être même une lampe ou tu vois un truc, une boîte, un machin. Enfin, ça peut être super simple. Mais les gens ils disent j'ai besoin. Alors je veux ce truc-là parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin que ça fonctionne comme ça. Mais alors c'est pas ce produit-là qu'il vous faut, tu vois. Donc finalement résoudre un problème et une erreur qui est commise, ça peut arriver même sur une simple vente. Voilà, enfin, pour te donner cet exemple-là. Après, sur un exemple d'un endroit tertiaire, effectivement, il est déjà arrivé, par exemple dans des restaurants, tu vois, on travaille dans des restaurants, et il y a cette erreur, moi, qui est une erreur récurrente pour moi, de se dire, je suis un restaurateur, je veux des trucs rembourrés parce que c'est plus confortable. Je pense pas que ce soit vrai, parce qu'en général, un truc rembourré, fatalement, ça amène des coûts supplémentaires parce qu'il y a de la mousse, il y a de la tapisserie, il y a des choses qui sont, tu vois, décomposées. C'est pas du monomatière, tu vois. Et je pense qu'une mauvaise chaise rembourrée est bien pire en termes de confort qu'une bonne chaise en dur, bien dessinée. Et donc ça, c'est une erreur, par exemple, qu'on peut souvent corriger sur des restaurateurs, par exemple, ou des gens qui veulent faire des salles d'attente, où ils disent, moi, je veux du rembourré parce que c'est plus confortable. Faux. C'est plus confortable si tu achètes une super chaise rembourrée, ou en tout cas au moins une bonne chaise rembourrée. Et je pense que pour moins cher, tu peux avoir une super chaise dans laquelle tu seras très bien assis, mais en dur, en monobloc, en plastique, comme la Masters, par exemple. Aujourd'hui, ça existe. Donc, tu vois, il y a des erreurs comme ça qu'on corrige. Et je pense aussi, tu vois, chez des gens, des trucs tout bêtes, mais tu vois, il y a des gens qui veulent réchauffer un espace. Ouais, j'essaye de réchauffer chez moi, etc. Visuellement, hein, je parle pas de mettre un poêle à bois, encore que des fois, ça arrive. Euh, Tu vois, bah, ils ont un carrelage blanc au sol. Tu vois, un grand carrelage blanc, bien brillant, tu vois. Et ils veulent. Mais tu vois, ils pensent pas à ça. Ou alors, des fois, tu veux pas le faire. Ça peut arriver que tu veuilles pas changer, mais tu vois, si tu veux déjà ramener une atmosphère un petit peu plus chaleureuse, mais tout de suite, un carrelage blanc, c'est rédhibitoire. C'est le pire truc. C'est-à-dire que tu marches sur la banquise, quoi, littéralement, tu vois. C'est hyper froid au contact et c'est hyper froid visuellement. T'as cet effet glaciaire, quoi. Donc, tu vois, en général, nous, on arrive avec un regard que les gens n'ont pas forcément parce qu'ils sont immergés dans leur quotidien, dans leur espace. Et étant immergé dedans, c'est comme tout. Quand tu fais une erreur, tu as un défaut personnel. En général, il faut que quelqu'un te le dise. Ça peut être un défaut de langage, ça peut être un défaut d'écriture. Si on te le dit pas, tu le vois pas. Tu vois une faute d'orthographe, tu dis putain, t'as écrit ça comme ça. Ah bon, et même toi, en te relisant, tu dis ah oui, merde, tu vois. Parce qu'on t'a fait prendre conscience de l'erreur. Et je pense que une erreur comme le sol blanc et que les gens s'en rendent pas compte qu'ils ont un sol blanc et que tout de suite ça fait hyper froid et qu'ils veulent réchauffer, tu leur dis bah écoutez éventuellement on va essayer de travailler avec le sol pour commencer si on peut, tu vois. Si c'est pas, tu vois, s'ils sont pas locataires, tu vois, s'ils sont propriétaires et qu'ils peuvent se permettre, et ben là on va commencer à travailler avec le sol. Et c'est là qu'ils disent ah oui putain c'est vrai que j'avais pas pensé le sol, ah oui effectivement machin. Donc je pense que pointer les défauts avec un regard extérieur c'est déjà une grande source Ah, d'aide, parce que je ce que pense. tu dis, c'est que les gens sont chez eux, qu'ils soient, en entreprise ou pas et ils Absolument. voient pas forcément, Exactement. Voilà, là j'ai pris le cas, tu vois, où est j'ai sauter pris aux yeux, quoi. un cas personnel. Mais effectivement, je pense que nous, en général, rien que le fait d'arriver avec un regard extérieur qui, en plus, est un petit peu affûté, tu vois, parce que c'est notre métier, on est immergé dedans toute la journée, on est conditionné à regarder les choses. Moi, je sais que quand j'arrive dans un espace, mon regard il se pose à quelques endroits clés tout de suite. J'ai vraiment des premières impressions d'un endroit avec quelques petits points clés qui peuvent aussi, je dirais, très vite être très bon ou très mauvais, quoi. Enfin, ça peut être hyper décisif. Donc,
je pense que pour te répondre, notre première aide, c'est déjà éventuellement de considérer les gens. C'est-à-dire, ils viennent, ils nous demandent un truc, et ben nous, on les prend en considération, on va chez eux s'il faut, ou alors on regarde des photos, s'ils en ont, s'ils habitent loin, tout ça. Et je pense que voilà, la première chose, c'est se dire, ok, on se pose, on discute de votre truc, et après, on va, nous, avec notre regard, amener des éléments, et confronter aussi à leurs besoins. Parce que des fois, ça arrive que j'ai des gens qui viennent, ils me disent, j'ai besoin de rien, mais j'aimerais votre avis, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, dans ce cas de figure, je suis très honnête. Tu vois, si on me demande de cette manière, je vais vraiment répondre de manière constructive. Si c'est plus, on me montre en plus d'une discussion, Oui. ah voilà, donc chez moi, hein, tu vois, et je peux ne pas trouver ça intéressant ou bien, etc. Et je vais pas forcément le dire, parce que je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Des fois, c'est pas la peine de dire aux gens que c'est pas bien chez eux, si c'est le cas. Donc voilà, je pense que le regard extérieur, il est hyper important. Et les erreurs, elles sont en général assez facilement visibles. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc en général, voilà, C'est ça. je parlais d'acoustique tout à l'heure. Ben, on a travaillé dans un cabinet d'huissier il y a quelques années où justement la première chose qui nous avait frappé, c'est ouais, l'acoustique est pas bonne. Et vous êtes dans un endroit où vous êtes sur un plateau de juristes, ou vous êtes sur un plateau de télécom, tu vois, des gens qui téléphonent toute la journée pour menacer les gens de payer, tu vois. C'est des huissiers, tu vois. Mais tu vois, à un moment donné, quand tu passes ta journée au téléphone, imagine un centre d'appel, il faut que l'acoustique soit bonne, quoi. Donc du coup, ça, tu vois, c'est des retours d'expérience, des vraies expériences dont je te parle, où on est arrivé et tout de suite, on a vu ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, et après, Et si ça, c'est c'est le du cas visuel, c'est le cas quand il y a déjà quelque chose. Des fois, il y a rien, c'est une ruine, on part ah oui, sur page oui, blanche. tu Et là, pars des de fois, on te zéro. laisse juste carte blanche. Ouais, Et là, peut-être que si c'est du particulier, bah, c'est à peu près le même concept. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux donner comme sensation. bien Si sûr. c'est en entreprise, c'est voilà, si je veux optimiser une surface de vente, je veux accueillir ici. Et là, tu accompagnes vraiment. Pour la méthodologie, brièvement, pour pas non plus s'éterniser sur de la méthodologie, mais globalement, tu sais du brief. Ensuite, c'est du concept posé sur papier, des Voilà. plans Des mis à ça, soumission, de la puis un petit 3D s'il faut. Ouais, ouais, bien sûr. voilà, une petite réunion pour valider, invalider, Ouais. jusqu'à ce qu'on itère, jusqu'à ce que ce soit impeccable et puis après ça part en chantier. Bah, c'est exactement, puisque finalement, en général, tu as des premiers rendez-vous, tu discutes, tu abordes les grandes lignes du projet, et une fois que ça se déclenche, que vraiment on décide de faire une collaboration, et ben tu as ce qui s'appelle un avant-projet sommaire, où tu vas faire tout un dossier avec des références, avec des images de ce que le client peut peut-être t'amener comme idée, en se disant voilà, moi j'aimerais un truc un peu comme ça. Donc tu fais un dossier qui va aussi contenir les plans existants les plans de l'existant, pardon, du lieu, avec le projet que tu comptes y incorporer dedans, éventuellement une proposition, deux propositions, tout dépend, chaque architecte fait différemment, mais c'est là que tu n'as pas de vérité absolue, parce que tu prends 10 architectes, tu auras 10 projets différents, donc tu n'as pas de vérité vraie. Je pense que c'est aussi, il faut être en adéquation. Je pense que si tu vas voir quelqu'un, et ça marche dans tous les métiers, il faut être en adéquation avec la personne, ou en tout cas il faut se sentir un petit peu sur la même longueur d'onde. Je pense que tu vois, si tu vas dans un resto, que les gens sont pas sympas, que t'aimes pas, tu vas pas y retourner, tu vois, t'aimes pas ce qu'ils te proposent. Donc je pense qu'un architecte c'est pareil, si tu trouves des atomes crochus avec la personne, que tu es sur la même longueur d'onde, je pense que la Ça collaboration, fonctionne bien, pardon, quoi. sera toujours fructueuse, voilà, à la fin. Mais voilà, l'avant-projet, dans la méthodologie, c'est ça, c'est tu discutes, tu élabores le projet, tu fais un avant-projet sommaire. Une fois que l'avant-projet sommaire, qui contient à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le projet, pour qu'il se fasse, on finit par faire l'avant-projet définitif. C'est-à-dire que là, on verrouille tout, on sait ce qu'on met à tel endroit, le plan, il est arrêté, les cotations, on sait que les artisans, quand ils vont venir fabriquer, ils se posent pas de questions, ils savent où est placé chaque élément, ils savent de quelle épaisseur ils doivent faire la cloison, ils savent de quelle épaisseur ils doivent faire, tu vois, la petite retombée de plafond, etc. Donc, l'avant-projet définitif est effectivement le dernier document final qui te permet de lancer les hostilités de la réalisation. Donc, voilà, ça se passe tout à fait comme ça, effectivement. OK, OK, d'accord. Écoute, je vais prendre un risque avec toi, je vais te mettre un peu en difficulté. Ouf, En tout cas, moi, c'est c'est moi qui prends le risque alors. ouais, non, non, mais parce que je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi-même, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à mesurer. Mhm, Je trouve que c'est pas facile, c'est un peu quelque chose qui est un vrai problème dans les métiers du design en général. mhm, Je vais te dire là où je veux en venir. Tu interviens en entreprise ok. pour, faire une refonte de des locaux complète. Heu, Comment je peux évaluer le fait que la prestation que tu m'as faite, au-delà que j'ai pris du plaisir, avant c'était moins beau, maintenant c'est plus beau, c'est un peu plus ergonomique. En vérité, c'est très difficile de mesurer l'impact direct et concret sur le chiffre d'affaires, Mhm, sur le business. bien sûr. Moi, c'est à peu près le même problème. Tu fais une refonte logo, difficile de dire, quelle enfin sur l'augmentation d'un chiffre d'affaires,
quelle est la part de la Quelle est refonte la du logo à plus-value, quoi, ouais. voilà. Exactement. Pourquoi? Parce que, il y a pas de métriques précises pour ça. Bien sûr. J'en parlais, tout à l'heure avec un ami qui fait du SEO. Lui, c'est pas compliqué, tu vois? Il met une stratégie SEO, les vues, elles montent, les vues, elles descendent. Enfin, tu vois? Si c'est sûr que c'est C'est factuellement mesurable, c'est voilà, facile. Ouais. je fais du digital marketing, je lance une Facebook Ads, j'ai mis 100 € dans la machine, j'ai gagné de temps. Voilà, ça, c'est clair et net. Nous, le problème, c'est que difficile de mesurer l'impact économique d'un investissement dans le design et en même temps, si je prends un exemple clair et net pour vraiment, faire simple, si demain, tu veux acheter une voiture, tu vas chez Mercedes et que chez Mercedes, le bureau il est fendu en 2, que c'est tout peint en rouge flashy, tu vois? Tu ne vas Tout va pas bien. acheter. Nickel. C'est Non, tout va évident. bien. Enfin, ah mais C'est où bon, qu'on signe? c'est Sur le bureau difficile pour moi cassé. de peindre une image catastrophique, mais prenez la pire pièce que vous ayez vue, prenez justement des vieux meubles en bois de chez votre grand-mère, tu les mets chez Mercedes complets, tu vois? Et là, tu te dis: C'est un mismatch», tu vois? Bien sûr. Donc, est-ce que toi, t'arrives par des retours peut-être clients? Parce que dans le privé, j'imagine bien que les gens te disent: «Depuis qu'on a fait ça, les gens nous font des remarques, c'est plus sympa, on a des retours positifs». Mais, ils sont pas c'est parce que c'est leur métrique à eux, c'est le plaisir qu'ils ont à accueillir et le plaisir qu'ils ont à recevoir et à partager tout ça. Donc c'est assez facile de l'obtenir. Mais, sur l'impact d'une marque, c'est compliqué. Alors, est-ce que toi, tu as déjà réussi à Est-ce qu'il y a des mesurer preuves? même La ne question, c'est est-ce qu'il y a des preuves? est-ce qu'il y a des preuves que ça sert? En fait, non, mais en fait, la preuve, elle est évidente. Comme je disais, en fait, c'est évident quand on se fait une image mentale de ce que ce serait, comme je viens de faire avec Mercedes, Bien sûr. on se doute bien que ça a un impact. C'est évident et que ça peut être très négatif, ça peut être très positif, ça peut être juste neutre. Euh, Est-ce que toi, tu arrives à évaluer ce truc-là? Est-ce que tu arrives à en parler avec certaines personnes qui seraient peut-être soucieuses de ça? Ou est-ce que c'est jamais trop rentré en ligne de compte, peut-être pour toi? Si, c'est intéressant. Bah, Parce que là, je m'adresse peut-être aussi à des gens qui se disaient: «Ouais, moi, j'avais jamais songé à investir dans le design d'espace ou le design produit. Pourquoi pas? Mais est-ce que franchement, ça va est-ce faire que ça quelque vaut le chose? coup? Est-ce que ça vaut le coup?» Tu vois? À part le fait que je vais kiffer un peu plus le matin, heu, voilà, moi, j'aimerais bien, potentiellement avoir un retour, quoi. Ouais, ouais, Est-ce c'est que ça intéressant. existe? Est-ce Très que toi, intéressant. comment tu évaluerais ça? Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, juste, on n'a pas les moyens? Et quelle est ta conviction à la rigueur, si Ouais. tu peux pas le prouver? Nous Mais moi, ta j'ai pas de preuve formelle, c'est sûr que j'ai pas de preuve. La preuve, la meilleure preuve que je peux t'apporter, c'est effectivement c'est un peu cet exemple que tu as pris, c'est que tu as 2 hôtels, il y en a un il est dégueulasse, il y en a un il est super beau, dans lequel tu vas? Bon, bah, tu vois? Alors après, il y a le prix, attention. Si celui qui est dégueulasse, il coûte que dalle, tu te dis: «OK, c'est pour une nuit, je m'en contenterai», ça marche. Mais à prix égal, OK? À prix égal, il y a pas le prix qui rentre en compte, il y en a un dégueulasse et l'autre qui est beau. C'est facile de savoir vers lequel tu vas. Donc en fait, il est simple d'admettre, comme tu le disais, que ça a un impact. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que le métrique dans mon métier, il est encore un peu plus facile à la rigueur que dans le design graphique, parce que moi, je travaille l'espace. Ça veut dire l'espace, tu as des gens dedans. Tu fais rarement un espace qui reste et qui sera vide, quoi. Donc moi, je fais un espace qui est souvent pour accueillir du public. Donc dans le cas d'un pro, si c'est un showroom, si c'est un restaurant, si c'est une salle de conférence, etc. Le métrique, il est dans le public. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu plus ou moins de monde depuis que c'est fait? Alors après, ça peut ne pas être tout de suite, hein. Évidemment, il faut le temps. Tu vois, après, il faut des mecs comme toi qui disent attention, regardez, on a refait l'intérieur. Il faut communiquer. Il faut que les les gens gars, sachent que c'est fait, tu vois. le Mais savions. le métrique, il est là-dedans. Tu vois, il est en mode ok, on a l'info parce que maintenant il y a plus de monde, ça rentre plus, ou les gens nous font effectivement des compliments. Ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent. Moi, quand je fais par exemple un restaurant, il est pas rare que quelques mois plus tard, voire même quelques années, quand tu recroises les propriétaires des restos qui reviennent pour d'autres choses, même des fois en perso, ils viennent pour acheter un truc ou même un cadeau parce qu'ils sont invités le soir. Ils viennent acheter une petite babiole de chez Alessi pour offrir le soir. Ils en profitent pour dire, au fait, depuis le projet, les gens sont très contents, ils nous le disent très souvent et tout. Donc, effectivement, j'ai pas, moi, malheureusement, je travaille pas dans le digital et j'ai pas de moyen de vraiment obtenir une vraie source d'information qui te dit, ouais, ça marche mieux, c'est sûr, grâce à ça. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que si c'est un endroit dans lequel tu passes toi-même du temps, tu bosses et tu passes du temps toi-même, par exemple un showroom, tu vois, genre tu es vendeur et tu es dans un showroom, c'est ton showroom, tu l'as amélioré avec un designer d'espace. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un petit peu comme ça, à l'arrache, mais bah, rien que toi, t'es dedans, tu passes toute ta journée, putain, t'es content, t'es digne, t'es dans un super endroit, t'es content d'accueillir du monde. Et je pense même aussi que tu peux être vachement plus performant parce que quand les gens y rentrent,
t'es content qu'ils viennent chez toi parce que t'es content qu'ils viennent voir que c'est beau, que c'est bien fait. Tu vois, encore une fois, je veux pas mettre le beau sur un piédestal, mais C'est t'es difficile content, encore plus tu à vois. mesurer, mais c'est ce que je me disais même sur des espaces de bench avec plusieurs salariés. Bah, s'ils sont bien, ils sont peut-être plus focus, plus volontaires. Ça, c'est Très, sûr, c'est c'est sûr. immesurable, Et je mais pense que tu peux faire un voilà. sondage, en fait. Si tu veux vraiment des vraies métriques, tu Bien fais un sûr, ouais. sondage, tu demandes à tes employés, depuis qu'on a changé, est-ce que vous estimez que vous travaillez mieux? Je pense que c'est Bill Gates qui disait prenez soin de vos employés et prendre soin de votre business. Je pense qu'à un moment donné, si tu assumes que tu veux que tes employés soient bien, que c'est pas juste parce qu'il faut le minimum syndical vital et pour que ce soit légal, tu vois, que tu as envie qu'ils soient bien, je Ouais, pense que t'es dans un état d'esprit à ce moment-là. Ça veut dire que si tu veux dans cette démarche, c'est qu'il y a sûrement une bonne cohésion de groupe, c'est que sûrement que tout le monde se dialogue bien, c'est qu'il n'y a pas trop d'animosité. Tu vois, finalement, je pense que le beau, il fait partie de toute une démarche. C'est pas que le beau, on s'en fout à l'arrière un peu du beau, tu vois. Mais je pense que l'ergonomique, le beau, quand tu vas vers tes employés en essayant de leur faire quelque chose de convenable, je pense qu'ils le ressentent. Ils se disent, OK, ils se sont fait chier, ils n'ont pas juste mis à disposition le minimum, ils se sont dit, OK, on a fait un super truc et tout. Et donc, je pense qu'en tant qu'employé, tu as un peu envie de leur rendre l'appareil en te disant, OK, moi, je vais en échange bien bosser, tu vois. Après, il n'y a pas que ça, mais encore une fois, je pense que ça bien joue. sûr, ouais. Il n'y a pas de. Et je te mentirais que de dire qu'il y a une façon sûre de le Mais mesurer, je ce le sais, truc-là. c'est pour ça que je disais que c'était un peu un piège. C'est un piège, mais c'est une bonne question, parce qu'en fin de compte, je pense que oui, il y a une véritable plus-value. Je pense que la nier serait déconnant, tu vois, serait vraiment illusoire. Mais par contre, je pense que chercher une preuve à tout prix, c'est aussi Bah, déconnant. comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est souvent les extrêmes qui permettent de révéler la vraie valeur du bon design. C'est Ouais, que si on prend des scénarios catastrophiques, voilà, on dormirait pas dans un endroit avec une fenêtre percée, un truc bien sûr, délabré, avec ça, tu un vois, lit où bon, il y a 3 pattes le sur film 4. d'horreur, tu sais, le ressort qui sort, tu sais. Mais oui, Bon, bah voilà, c'est voilà, non, non, finalement, mais bien sûr, et OK. l'extrême. Donc Mais pour encore une fois vendre un peu, ton métier et les métiers du design en général, au final, là, ce que tu dis aussi, c'est vu que, c'est difficile à mesurer, c'est là aussi que c'est bien d'être bien encadré, dans le sens je où pense, peut-être que là, l'erreur peut-être qui peut être faite assez rapidement, c'est de se dire: «Si vraiment mon objectif» parce que si mon objectif, c'est de me faire plaisir aussi, on s'en fout de combien on dépense, on peut surdépenser dans le sens où, il y a une partie qui va me revenir parce que j'ai investi dans du design et dans un bon espace, donc si ma clientèle est plus contente, si mes salariés sont plus heureux, mon business va mieux tourner, donc ça, c'est cool, je récupère une partie de ce que j'ai injecté dans le bien-être général de mes locaux. Il y a une partie qui est en excédent et qui c'est pas grave parce que c'est mon plaisir personnel, comme tu l'as dit, moi je suis ravi, je kiffe, je vais au taf, c'est mes locaux, tu vois? Je suis fier de mes locaux. bien sûr. Par contre, si vraiment tu es un peu serré au niveau du budget et que ton bien-être, enfin ton objectif, c'est vraiment de rentabiliser un peu ce que tu investis dans ton espace et dans ton mobilier, là, c'est peut-être bien d'être encadré pour justement éviter de surdépenser, de mal Exactement, dépenser. c'est C'est-à-dire ça, c'est ça. dépenser dans des mauvais, trucs, dire: «OK, je vais mettre 5 000 balles là-dedans», oh beh, erreur. Bien sûr. Tu as juste perdu de l'argent, tu vois? Enfin, tu vas jamais les revoir, ça là, c'est sûr. Tu l'as fait, c'est bien, mais aucun intérêt. Et à l'inverse, peut-être pas de pas su enfin, ne pas surdépenser, ne pas peut-être sous-dépenser peut-être à certains postes. C'est très Donc intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai envie de te répondre par cette petite analogie, ça va te parler. C'est que quand tu demandais à Monsieur Rothschild ce qu'il ferait s'il lui restait 1 000 €, il te dit quoi? Il te dit, je m'achèterais un beau costume. Parce qu'il considère quelque part qu'avec ça, il pourrait redevenir milliardaire. Qu'un beau costume, voilà, tu peux repartir du bon pied. C'est un peu la mmh même chose, c'est-à-dire si t'as pas beaucoup d'argent, eh ben, va peut-être voir un architecte d'intérieur, va peut-être dépenser ce peu d'argent, pas tout, mais va dépenser un peu de cet argent vers quelqu'un qui va te conseiller. Parce qu'effectivement, au final, comme tu l'as dit, très justement dit, il va t'éviter, je pense, de surdépenser. Alors, si tu tombes sur C'est le quelqu'un d'honnête, principe du courtier, quoi. C'est un peu le c'est courtier, ça, c'est exactement ça. C'est que je pense que effectivement, plutôt que de te dire je me démerde et je prends des trucs au ras des pâquerettes, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire on va prendre moins, on va prendre quelques belles petites choses, éventuellement des trucs qui peuvent un petit peu, je dirais, tu vois, occuper l'espace visuel sur peu de choses, tu vois, c'est juste amener de la qualité architecturale avec peu. Et je pense qu'effectivement, un conseiller sera toujours meilleur. Après, il y a des gens qui sont très bons, hein, qui ont besoin de personne. Mais si tu estimes que t'es pas bon là-dedans et que t'as pas beaucoup de sous, eh ben, vaut mieux aller voir quelqu'un. Tu vois, je pense que c'est plus rentable que d'essayer de faire n'importe quoi et finalement de se planter. Et au final, de devoir après refaire l'opération d'aller voir quelqu'un pour améliorer la réparer, connerie, tu vois. Au final, vaut mieux tout de suite aller voir quelqu'un si tu t'estimes pas capable. Et je pense, et tu parlais de cette, c'est intéressant parce que tu parlais de la plus-value et de tout ce que ça apporte humainement, etc., à ton entreprise, mais même pécuniairement. C'est-à-dire que, imagine demain ta boîte, elle marche pas parce que tu as fait une start-up, machin, etc. Ça peut arriver, ça marche pas et tout, c'est pas grave, tu rebondiras ailleurs.
mais il y a un avant et un après une société, tu vois. La société, après, tu liquides, tu vends le matos, etc. Bah, si tu achetais du super matos, et bah, tu récupères beaucoup plus de ronds à la fin, parce que tu le vends super bien. Moi, combien de fois sur le Bon Coin, je vois des annonces de mecs qui vendent le mobilier de leur boîte, et ils te vendent ils te vendent du IMS, ils te vendent du Bertoya, ils te vendent des super refs, et du coup, bah, ça part à des prix qui sont meilleurs que le prix du marché, tu vois, du neuf, mais ça part à des prix quand même assez exorbitants, tu vois. Donc je pense que même ça, c'est-à-dire que ça reste de l'investissement. Si tu achètes des belles pièces, bah, au Ça, final, c'est ce qu'on à disait la tout à l'heure, et revente, effectivement, ça fait du sens on y dans le retourne. privé comme dans le pro, c'est vrai Dans le aussi. pro, ça marche aussi, bien sûr, dans Surtout l'entreprise. que dans le pro, en plus, tu payes un peu moins cher, tu récupères une partie de la TVA Mais bien sûr, tu récupères de la TVA. En plus, en général, tu fais du B2B, tu achètes une entreprise, ils te font une bonne remise. Tu t'y retrouves. En fait, c'est même financièrement, c'est plus intéressant de prendre Finalement, des belles le références. conseil qu'on peut donner, c'est de la même façon que vous pouvez donner un peu d'importance à la façon dont vous vous habillez, la façon, enfin, votre voiture, encore une fois, c'est des choses un peu clichés, mais qui sont récurrentes un peu dans l'imaginaire collectif, la montre, le machin. Le design, ça en fait partie. Le Bien bon sûr, vin, voilà, les trucs un peu comme ça. bien sûr. Le bon design, ça joue son rôle, Prenez un peu ça peut soin être de vous, important. quoi. Et, c'est ça. Écoute, on n'est pas loin de conclure. Bien sûr. J'aurais une toute dernière question, parce que celle-là, je pense que je vais la poser un peu à tout le monde. C'est un peu nouveau et je trouve que c'est intéressant. Est-ce que, il me semble pas, on n'en a jamais parlé en tout cas, est-ce qu'à titre personnel, l'arrivée de l'IA a changé toi dans ton métier quelque chose? Est-ce que tu estimes que ça a changé ta façon de travailler? Est-ce que tu t'en sers? Pas encore ou pas du tout? Ok. Euh, Mhm. ouais, est-ce que ça... C'est encore un peu tôt pour le dire dans notre métier. Je pense que l'IA va amener son lot de problèmes dans notre métier et son lot de d'aide. Hein. Je pense que ça, Bah, c'est ça, c'est bien pas sûr. que, hein, et ça fait Mais peur l'IA, mais aujourd'hui, ça ne t'aide pas spécifiquement pour à data l'instant, non. aujourd'hui. Après, C'est ça. aussi parce que je suis quelqu'un qui est un petit peu conservateur au niveau de mes compétences et de ce que j'emploie comme outil. Parce que je pense que si je me renseigne, il y a sûrement des trucs qui m'aideraient au quotidien. Je le fais pas parce que j'ai mes habitudes, je sais ce que je fais avec mes logiciels. Tu vois, j'utilise SketchUp, Artlantis, tu vois, vraiment les logiciels de base, de renom aussi, des architectes d'intérieur, des choses Pas qui vont te encore entendu permettre parler d'un truc qui vraiment a Non, brusqué un peu pour l'instant, il l'industrie, n'y a c'est rien pas qui a fait encore. trop de bruit, suffisamment pour que quelqu'un qui s'y intéresse pas comme moi en entende Ouais, voilà, parler. non, on entend parler. Ouais. Mais je pense que si je me Alors que tu as renseigne, il y a des entendu choses. parler de ChatGPT ou de Bien sûr, Midjourney, des trucs voilà, comme là ça. ça je connais parce que Et donc c'était ça Tony monte. Truant, voilà. Mais je pense que ça va amener son lot de problèmes et son lot de solutions. Donc pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Il est clair que de toute façon, il y a des gens qui, le jour où ça existe, enfin un outil, je pense que ça existe peut-être déjà, donc je prends ça avec des pincettes. Mais un outil qui te dit, ok, tu mesurez votre pièce, prenez quelques photos et envoyez tout ça, hop, je pense que ça te sortira une petite architecture à l'intérieur, un truc. Tu vas lancer des Ça startups existe. là. Attention à ce que tu dis. Mais ça existe sûrement déjà, ou ça va exister. Bien sûr, Donc, et c'est déjà sûrement dans l'esprit bien sûr. de certaines personnes. Donc, je pense que le jour où il y aura ça, évidemment, on perdra quelques clients, c'est sûr, mais je pense que ça va être hyper Après, c'est même pas forcément effectivement l'axe de ma question, pas dans un sens catastrophiste, hein, mais c'est effectivement Ouais, ça tu vois, peut j'y juste étais pas en vraiment plus. t'aider. Ouais, Tu vois, non mais tu vois, c'est vrai pour que l'instant, moi, j'ai encore rien, en tout cas. c'est ça, moi c'est J'y pareil, ai hein, pas tu vois, recours. J'y ai pas recours. Pour l'instant, tu as pas c'est du tout encore trop recours, ok. tôt. Mais peut-être, moi, je me ferme pas. Tu vois, par exemple, après, la technologie, je parle pas d'IA, mais la technologie comme par exemple, tu vois, de la réalité virtuelle. Enfin, tu vois, pour parler de choses un peu poussées technologiquement, il est clair que moi, j'aimerais y avoir recours dans pas longtemps. Tu vois, pouvoir faire visiter le projet ou la future maison Bon, ouais, ta de maquette quelqu'un Atlantis en 3D ou avec ton un, truc, voilà, bien avec. sûr, ça serait top, ouais. Et tu vois, Ok, ouais. est-ce que demain, est-ce que si une IA, selon quelques infos que je vais lui donner, elle va me permettre de réduire considérablement ma masse de travail, si elle me permet de le faire, mais je le ferai, tu vois. Tant Je mieux, vais mais pas pour être. l'instant, il y a pas d'outil actuellement qui te permet de faire ça, Non, tu pas en encore, tout cas pas à ma OK. connaissance. Il y en a peut-être, mais j'ignore, quoi. OK. OK, Donc OK. pour l'instant, l'IA n'a pas ni bouleversé mon quotidien, ni ma façon de travailler. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, pour un point final sur le design d'espace, sur le design produit, est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière chose à dire, une dernière, un motto pour conclure sur le design? Je peux avoir ça. Franchement, ce sera super simple, mais faites-vous plaisir. Je veux dire, C'est le but du jeu quand quand même. tu achètes quelque chose, à un moment donné, c'est censé te faire un peu plaisir, même si des fois tu es obligé. Bah, essaie de trouver du plaisir dans l'achat parce que, voilà, dépenser de l'argent, c'est pas toujours agréable parce que tu te dis merde, j'ai moins d'argent et tout. Mais faites-vous plaisir, voilà. Si vous pouvez mettre un peu de sens dans ce que vous achetez, moins acheter, mieux acheter, essayez de vraiment juste avoir un petit peu de dignité dans ce que tu achètes. Ah, mais Faites-le. on peut dire que Non, mais quand faites-le. t'achètes, quand tu Une commences à chaise, avoir deux une chaise, chaises. 2 chaises, un canapé, on peut dire que tu commences à avoir un intérieur très sérieux. Les vrais auront la ref. Mais c'est vrai que voilà,
faites-vous plaisir. Si je peux donner un conseil, c'est faites-vous plaisir. Je vois des gens qui achètent des trucs, ils ont la flemme, ça leur fait chier, puis c'est cher et machin. À quoi bon? Bah, achète Non, pas, à la rigueur, t'es peut-être pas mature pour acheter, tout simplement. Ouais, et puis, renseigne-toi, voilà. et puis Faites-vous puis plaisir, voilà, et surtout cultivez-vous un peu, essayez d'affûter votre œil, parce que je pense la que balle perdue. plus le temps... non, mais pas. Quand je dis cultivez-vous, c'est pas pour Non, je rigole. c'est pas pour clasher, pour dire vous êtes un culte. C'est plus t'en sais, plus c'est agréable d'acheter, et plus tu sais ce que t'achètes. Et je pense que la tu peux le culture, partager du coup aussi. Ouais, la bien culture, sûr. c'est le truc le plus important, mais dans tous les domaines. Tu vois, je veux dire, quand tu vas acheter une bagnole, si tu connais les voitures, tu vois, tu sais comment ça fonctionne une voiture, tu sais qu'est-ce qu'un diesel, tu sais qu'est-ce qu'un moteur thermique, tu sais quelle est la différence entre Ah, un c'est litre 8 et agréable. un 3 litres 2, et tu sais ce que c'est qu'une voiture. La Et ben, t'as subtilité. beaucoup moins de chances de te faire arnaquer par un vendeur qui va te fourguer un truc parce qu'il est en stock. Donc je pense que plus vous en savez, plus vous saurez quoi acheter, et moins on pourra vous la faire, et voilà, et plus vous achèterez bien, et ce sera un plaisir total. Enfin voilà, je pense. Donc faites-vous plaisir. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Moi, je sais comment ça marche. On a discuté, ça fera bientôt 2 heures. Tu as dit plein de Putain, ça choses. va vite. Et tout à l'heure, on va couper. Tu vas te dire, merde, putain, j'aurais dû parler de ça. J'aurais voulu dire Je ça. mettrai en commentaire en dessous de la Euh, vidéo. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Si jamais quelqu'un a des questions, si jamais tu veux peut-être clarifier ton propos, je sais que tu as une chaîne YouTube. Où est-ce qu'on te retrouve? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous pour pouvoir te contacter, te retrouver, que ce soit en physique, sur les internets, comme tu le dis. Dis-nous tout. Eh bien, je te remercie de me proposer cet espace pour pouvoir le dire. Eh bien, écoute, L'espace pour toi. on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube Un Contemporain. Voilà, ça s'écrit un UN Contemporain. Hein. C'était pour dire que c'était un contemporain, parce que je suis à la fois un de vos contemporains, et à la fois c'était pour parler du contemporain, l'art contemporain en lui-même. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube pour ça, à cette adresse-là, Un Contemporain, également sur Instagram. Et éventuellement sur Twitter, mais c'est très balbutiant. Je suis pas un aficionados, donc j'y suis, mais de manière un peu maladroite. Mais voilà, Instagram, YouTube, vous pouvez m'y retrouver. Si vous avez besoin, évidemment, eh ben on a le magasin. Ça s'appelle État d'Esprit. C'est à Épinal, dans les Vosges. Pour l'instant, ça s'appelle État d'Esprit. Petit twist, je spoil. Petit exclu pour Alexandre ce soir. Ça changera de nom d'ici quelques temps. On ne sait pas exactement quand, mais voilà, on va un petit peu, suite au rachat du magasin, on va essayer d'y amener un petit peu notre patte. Donc pour l'instant, État d'Esprit au magasin à Épinal. Si vous avez besoin de matos, on peut envoyer, on peut travailler en logistique et tout, donc n'hésitez pas si besoin. On travaille des tarifs intéressants, si je puis me permettre. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Avec le code EXERG. Avec le code EXERG, un contemporain. Voilà, donc si besoin, bien sûr, voilà, vous pouvez me retrouver sur ces différents canaux, et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous répondre et d'échanger, même juste pour déconner, pour rigoler. Il n'y a pas de souci, on n'est pas que là pour bosser, pour être sérieux. Voilà, tout simplement. Bah écoute, super. Je te remercie vraiment pour ton temps, pour m'avoir fait confiance pour ce tout premier épisode. C'est moi qui te remercie. C'était très agréable de discuter avec toi. J'espère que ça a pu aussi te permettre d'avoir du temps de parole que tu n'as peut-être pas ailleurs. Bien sûr, mais complètement, c'était un vrai plaisir. Donc, un bon exercice. Super. Ça m'a permis de questionner mon propre propos sur ce que je dis aux gens. je vais regarder, comme ça je vais voir si ça tient la route. Tu es solide sur tes appuis, tu peux aller bosser demain la tête. Je précise que je connaissais pas les questions, attention, parce que... Non, bien sûr. C'était pas je te les ai proposées néanmoins, attention. C'est vrai, très professionnel, mais voilà, j'ai préféré garder le secret et la surprise. Donc, quant à nous, je te remercie en tout cas. Mais ça me fait plaisir. Nous, de notre côté, on se retrouvera sûrement pour un deuxième épisode. C'est le tout premier. C'est un peu le test de la formule. Donc déjà, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Crash test. En message privé, que ce soit en commentaire sous ce podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et voilà, on essaiera certainement de faire évoluer un peu la formule. Peut-être ça bougera un petit peu. Là, c'est le premier épisode pour un peu se lancer. Et évidemment, comme toute chose qui commence, ça s'affine avec le temps. Mais j'espère qu'il y aura eu des bonnes choses dans ce podcast. Et bien là-dessus, j'en suis sûr. Au revoir. Ciao. Salut à tous. Merci. Ciao Alexandre.